Vas-y, le bonjour. Augustin, Je bonjour. t'ai surpris, j'ai vu qu'effectivement je t'ai surpris. Comment ça va? Écoute, ça va bien? Je suis extrêmement content de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté tous les deux. C'est vrai. Et déjà, on est dans un super studio. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'est aussi dans ce studio-là, mais c'était pas le même décor. Hmm. Ah oui, si, on Mhm. s'est vu dans ce On s'est vu ici, studio-là, t'étais ici, mais j'étais avec Jed. je n'étais pas à T'es pas en l'image. invité. Ouais. Et ça fait un moment qu'on s'est pas vu en tant qu'invité. Et moi, je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me plaît qui me plaît beaucoup et surtout tu es un petit peu mon antagoniste sur ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, je Ok. suis très souvent dans l'action, je suis très souvent dans la production, Ouais. et j'ai énormément de mal à prendre de la hauteur. Je t'y tiens, je tease un Mhm. petit peu sur le sujet, mais j'ai extrêmement du mal à prendre de la hauteur sur la production, sur les semaines, sur tout ça. Je suis très concentré dans mes semaines. Et toi, à l'inverse, tu es vraiment quelqu'un qui prend le temps de se poser, qui prend le temps de réfléchir sur des sujets, et qui a vraiment ce côté intellectualisation, je sais pas si je le dis bien de cette manière-là, Ouais, ouais, ouais. et c'est là où justement je suis extrêmement content de te retrouver parce que j'ai plein de questions à te poser. Et vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'action versus la réflexion. L'idée, c'est pas d'opposer justement ces deux sujets, ces deux idées. C'est plutôt de te solliciter sur à quel moment effectivement il faut être dans cette phase d'action, à quel moment il faut être dans cette phase de Ouais. réflexion. Et que tu sois là aujourd'hui commercial, entrepreneur ou dirigeant, qu'importe ta position, c'est, je pense, un sujet qui va vous parler parce qu'effectivement, ça parle quasiment à tout le monde. Voilà. Bah, écoute, je te suis. Mhm. Donc l'idée, c'est absolument pas d'opposer est-ce qu'il faut faire de l'action, est-ce qu'il faut faire de la réflexion. L'idée, c'est pourquoi trouver la bonne métrique, trouver le bon équilibre. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. L'idée, c'est pas non plus de dire bah, il faut faire un équilibre des deux, ça c'est évident. Là, la question que je vais te poser, c'est quelle est ta vision là aujourd'hui sur ça? Et surtout, j'ai envie de te poser cette première question. Quelle est la première fois où effectivement tu étais tellement concentré dans l'action que t'as pas pris de la hauteur et ça t'a mis droit dans le mur? Alors, il faudrait que j'identifie un moment où vraiment c'est intéressant de le soulever. La petite particularité que je peux amener, c'est que aujourd'hui, je suis, comme tu le disais, je suis ton. C'est pas l'antagoniste, mais je suis ton pendant. C'est-à-dire Mhm. le revers, si L'opposé? tu. Voilà, l'opposé, pas dans le sens où on est confronté, mais dans le sens où bah, on est un peu le pendant d'une même pièce, le Mhm. revers d'une même pièce. Donc je suis depuis un certain moment surtout happé par, comme tu disais, la réflexion, la pensée, etc. Le truc que les gens réalisent pas forcément, c'est que non seulement c'était pas du tout le cas depuis toujours, mais qu'avant, j'étais beaucoup plus caricatural dans l'action que je ne le suis aujourd'hui dans la réflexion. Aujourd'hui, dans mon entourage, mes potes, que ce soit toi, Jed, n'importe qui tourne de moi, Basile, c'est la gamberge. Tu vois, Mhm. genre, ok. Donc, c'est un peu un trait que mes proches identifient. Bah, dis-toi, avant, c'était non seulement pas ce trait-là, c'était l'opposé, c'était le Mhm. trait de l'action, mais encore plus Encore plus poussé. radical. Tu vois, Mhm. j'étais même que dans l'action quasiment. Mais pas pour des raisons qui sont celles qui me poussent à penser aujourd'hui, donc pas pour de l'entrepreneuriat, pour mes propres projets, etc. Enfin, projets libres et indépendants. Mais c'était pour bosser, pour accomplir ce qu'il y avait à accomplir, etc. Donc, j'ai pas vraiment d'exemple où l'action m'a emmené trop loin et je me suis dit là, si j'avais pris du recul, je m'en serais sorti différemment, quoi. Le travers dans lequel je suis tombé, qui m'a vraiment coûté, je parle pas d'argent, mais du temps, des déceptions, des confrontations, etc., c'est pendant la période de ma vie où j'ai mélangé le fait d'être en action et le fait d'être quelqu'un de bien. Et ça, je pense que c'est quelqu'un de bon. Je Mhm. pense que c'est un truc il faut vacciner. J'espère que cet épisode vaccinera un maximum les overthinkers, pas contre, mais si un petit peu contre la menace de la pensée trop grande, de la réflexion trop longue qui ne mène jamais finalement à l'action. Mhm. Mais ça peut être intéressant aussi de vacciner les gens qui sont persuadés que s'ils sont pas en action, c'est des merdes. Mhm. Tu vois, parce que moi, j'ai été vraiment là-dedans. C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre la vie, le travail, les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui avec des gens euh, qui, 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 qui glousseraient un petit peu de rire gentiment avec aucune malveillance quand ils entendent des entrepreneurs leur dire qu'ils bossent 12 heures à 13 heures par jour. Mhm. Et des gens qui m'ont appris à bosser 14-15 heures par jour, c'est leur quotidien depuis 40 ans. Et Tu puis vois. on parle pas des mêmes 14-15 heures. Tu vois, il y a les 14-15 heures face à un ordi sur Slack, Voilà. etc. Et t'as les 14-15 heures, tu vois, où tu pousses C'est des ça. caisses à Coca-Cola, tu vois. Dans tous les cas, si tu te donnes à fond, c'est violent. Hmm. Et puis c'est un autre poids, le travail sur de l'effort intellectuel tout le Hmm. temps, ça te met à l'envers. Mais c'est sûr que tu t'abîmes pas le dos, mais tu t'abîmes aussi un point de vue énergétique. Hmm. T'es très poncé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une phase dans ma vie où vraiment, quand je me surprenais à être en train de rien faire, parce que là, tu sais, dans la restauration, les marchés, les boîtes, les machins, t'as des coupures, t'as des trous, Hmm. t'as cette espèce de voix interne qui dit
là, gros, t'es pas un bon, t'es pas en... Alors que, Tu culpabilises. voilà, et c'est un démon culpabilisant, c'est pas se morfondre et dire oh là là, je suis pas en action, c'est un démon qui te met des petits coups de pointe dans le dos en disant là t'es en train de devenir une merde, alors que si t'es pas en train d'agir, c'est qu'il y a une raison. Si ça peut être parce que t'es une merde et que là t'as décidé de lâcher la rampe, mais ça peut être aussi parce qu'il faut se reposer, parce qu'il faut ci, il faut ça. Donc je reviens de loin du côté action. J'ai fait aussi une petite parenthèse, toute modeste soit-elle, dans ma carrière dans l'armée, où a priori l'action c'est juste ta vie, tout simplement. C'est-à-dire de l'heure où tu ouvres les yeux jusqu'à l'heure où tu les fermes, tu ne fais que être en action. Constant, et pas l'action, ouais, je prends mon petit RER ou mon Vélib Ville de Paris pour aller au boulot. Je te parle d'action où chaque seconde fait sortir des centaines de calories, tu vois. Je me permets de te couper. Ouais, bien sûr. Même si effectivement tu es quasiment concentré à 100% sur l'action, tu as toujours cette phase de réflexion. Parce que tu dois toujours rester aguerri, tu dois toujours rester vigilant, surtout dans le contexte de l'armée, non ? Peut-être que ça serait intéressant qu'on définisse ce qu'on veut dire. Alors, action, c'est pas très dur. Hein. Être en train de taper, être en train d'agir, être en train de boxer le sac. La réflexion, c'est pas réfléchir. Parce que sinon, tu vas me dire, oui, en fait, je réfléchis tout le temps. Oui, moi aussi, je réfléchis tout le temps. La réflexion, c'est quand tu vas, on va dire, lever le pied pour pas dire carrément interrompre, ou en tout cas ne pas initier l'action, pour penser, oui, parce que... intellectualiser, comme tu le disais, ou en tout cas travailler dans ta tête sur ce qui va être l'action ou sur ce qu'était l'action. Sinon, il n'y aurait pas de sujet. Si les deux pouvaient être simultanés, absolument non cannibalisants l'un pour l'autre, on s'en foutrait, on n'en parlerait même pas. Moi, c'est cette notion de prise de hauteur qui fait que tu lèves le pied, ce qui fait que du coup, tu es moins concentré sur la production, et ce qui fait que là, tu es vraiment dans cette phase d'intellectualisation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et la question que je vais te poser aussi, c'est est-ce que c'était un choix conscient que tu as fait de switcher vers plutôt l'action, plutôt vers la réflexion, ou est-ce que tu t'es dit, tu as fait un petit coup dans le rétroviseur, tu t'es dit, ah ouais, là, effectivement, je suis dans un stade de ma vie où je suis plus dans cette prise de pensée, plus dans cette réflexion. C'est marrant, j'ai jamais réfléchi à ça. La manière dont tu me poses la question, j'ai envie d'être ultra transparent, je m'en fous, j'ai pas de réputation à tenir, mais je l'ai fait par complexe. Je l'ai fait par complexe. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé les 30 premières années de ma vie, enfin non, pas les 30 premières, de 0 à 15 ans, j'ai juste une vie normale comme tout le monde, mais j'ai commencé à travailler très tôt. On va dire pendant les 10 premières années de ma vie active, je vais pas te dire que j'étais persuadé d'être un mec simple d'esprit, c'est parce que ce serait pas vrai, ce serait dire j'ai dormi sous les ponts quand j'étais jeune alors que j'ai juste eu un mois difficile, tu vois. Mais il y avait quand même ce sujet de mon giron social, de mon terreau social, de mon terreau intellectuel, de mon terreau financier aussi, qui me faisait penser que l'action, de par les métiers que j'ai faits, de par les actions, de par ce que j'ai pu accomplir ou endurer quand j'étais jeune, qui me faisait me dire, toi, t'es un mec de l'action, t'as un cerveau, mais il te sert à pas te planter la fourchette dans l'œil quand tu manges, tu vois, un peu ça, sans se réduire. Mais c'était une croyance, hein, c'est réel. Je savais que j'avais peut-être un esprit responsive à la stimulation intellectuelle et tout, mais c'est pas que je me refusais de manière consciente, mais pour moi, j'étais un gars qui porte des planches, je suis très manuel, je sais faire un truc avec les mains, enfin tu vois, bref, je vais pas te donner de détails, ça n'a aucun intérêt, mais comprendre, j'étais un mec dans le physique, dans le matériel, dans la paluche, et d'ailleurs je suis toujours dans ce camp-là, mais quand je suis revenu dans le civil, donc après ces 10 années d'activité professionnelle, y compris militaire, y compris de restauration, de nuit, de chantier, de trucs et tout, il y avait le contexte Covid, truc très compliqué, où je n'avais que très peu de débouchés pour m'en sortir, soit retourner au bas de l'échelle, mais quand je te dis bas de l'échelle, on parle d'aller faire des ménages, d'aller livrer des plateaux repas, c'est pas une blague, hein, c'est de ramener des véhicules, parce qu'il y avait plus de taf, il y avait plus rien, de gardienner des entrepôts, ce que j'ai fait pour bouffer, mais je savais que c'était temporaire, et je voyais bien qu'il y avait une petite lucarne de sortie, mais qu'il fallait accepter de passer dans le camp. Maintenant, t'es dans le tertiaire, mon pote, c'est pas du tout méprisant parce que j'y suis resté. Mais maintenant, tu travailles avec ta pensée, ton cerveau. Évidemment, il faut agir. Mais ça a été un mouvement dur à faire pour moi parce que j'arrivais vraiment... Alors, je sais pas si ça s'est vu, si des proches ou des gens qui m'ont côtoyé à ce moment-là, où j'arrivais à peine dans la vente au tout début, m'ont vu. Mais j'avais vraiment la croyance d'être un intrus. Genre en mode, toi, gros, t'es fait pour visser des planches et servir des tartares avec 3 assiettes sur le bras. Qu'est-ce que tu fous ici ? Et j'y ai pris goût, et donc j'ai peut-être été un peu trop extrême dans mon transfert, tu vois, dans mon transfuge de passer de
surdoueur Soit à l'un, surthinker, surthinker, ouais. en sachant que j'ai toujours beaucoup pensé, Mhm. mais pour moi. C'est-à-dire, j'ai jamais trop pensé à ce que j'exécutais dans ma vie. Parce que j'étais en mode automatique, fallait Mhm. bosser, fallait rentrer l'oseille. Le jour où j'ai commencé à penser à ce que je faisais, c'est un peu parti en sucette, parce que bah, tu ramènes deux trucs au même endroit, et forcément, c'est ta vie, c'est ce que t'en fais, c'est ce que tu peux en faire ou ne pas en faire, donc c'est un enjeu ultra lourd. Mhm. Et donc, je suis allé un peu dans l'extrême opposé, et j'y ai aussi trouvé du confort, de la dopamine et du ROI, sinon il faudrait être un taré. Mhm. Donc effectivement, et je l'assume pleinement, et de toute façon c'est pas un secret pour ceux qui suivent un peu mon contenu, ni pour toi, Mhm. je suis beaucoup plus dans la réflexion et la conception, et beaucoup moins dans l'action. Mais ce qui est triste pour moi, des fois quand j'ai des conversations avec des gens qui m'apprécient et qui peuvent trouver que je suis trop dans la réflexion, c'est qu'ils n'ont pas cet historique, et des fois j'ai des gens, ils me parlent un peu comme si j'avais une faible connaissance de ce qu'est d'agir. T'as envie de leur dire oui, là, dans le contexte dans lequel tu me parles, mais si tu veux qu'on se refasse une rétrospective de 2005 à 2015 ou même de 2010 à 2020, tu vas pas me suivre. Tu vois. Et c'est pas une question de toi, t'as plus agi ou quoi, c'est que l'action, ça n'est pas, c'est ce que je voulais dire, il faut peut-être vacciner les gens contre ça, l'action, ça n'est pas synonyme de bien, c'est ce qu'il faut. C'est un outil, l'action. C'est un phénomène, ou en tout cas, c'est une attitude qui est censée être au service d'un plan, quand tout va bien. Mais c'est pas parce que vous êtes en train d'agir que vous êtes supérieur, meilleur ou préférable à quelqu'un qui est en train de penser. Par contre, si vous ne faites que, et ça c'est tout le sujet de l'épisode, et on va aller un peu vers ça, si tu fais que agir sans savoir ce que tu es en train de faire, pour moi t'es juste teubé. Et si tu fais que penser sans jamais agir, ou réagir, parce que les gens qui pensent le plus ne sont pas des gens qui n'ont jamais agi, c'est des gens qui ont agi, qui ont pris des coups ou des déconvenus, et qui se sont mis à penser par nécessité, et qui sont restés enfermés. Voilà. En tout cas, c'est ceux que je trouve qui ont le plus de mal à se libérer. Tu vois, ceux qui n'ont jamais agi, ils pensent pas beaucoup plus en fait. Ils font ni l'un ni l'autre un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ils passent plus de temps à justifier qu'ils agissent pas qu'à vraiment penser. Tu vois ? Pour toi là aujourd'hui, c'est plus simple de faire la transition. Je suis concentré dans l'action et là il faut que je prenne de la hauteur. Ou je suis quelqu'un qui s'est toujours conforté. La dernière fois j'ai dit confortisé, je me suis fait avoir. Je me conforte justement dans mon intellectualisation, dans ma réflexion, dans ma pensée. Et là je dois me sortir les doigts du cul, je dois passer à l'action. Ouais. Quelle est la transition Alors, déjà, il y a un truc que j'aimerais dire aux gens. Il y a que quelqu'un qui n'a jamais pensé, réfléchi à son plus haut niveau qui peut considérer que être dans la réflexion, l'intellectuelle, etc., c'est pas énergivore, du travail, lourd, compliqué, épuisant. Qu'est-ce que tu définis penser à haut niveau ? Bah, penser à haut niveau, c'est-à-dire... le problème de tous ces mots-là, c'est à quel point ils sont voisins et mélangés. C'est-à-dire que penser, il y a des gens pour qui ils imaginent le moment où ils sont sur la ligne 4 dans les 4 derniers arrêts de métro avant d'arriver au boulot, et ils sont en train de penser à leur dernière nuit de folie avec leur moitié. Là, tu es en train de vagabonder dans tes souvenirs, oui, tes pensées, etc. Réfléchir activement, être activement en train de mobiliser des sujets, des connaissances, des souvenirs, voire même des sources, parce que quand les gens réfléchissent, ils sont aussi en train de consommer du contenu, essayer de faire de la curation de sources qu'on leur a conseillées, de départir le faux du vrai, de machin. C'est ça d'ailleurs qui les terrasse en général. Mais on pourrait considérer que c'est une action. C'est juste que c'est une action qui ne se traduit pas matériellement. La réflexion est une action de production intellectuelle, en fait. Voilà. Moi, après, quand je le dis, moi, il faut pas entendre qu'il faut que réfléchir. Mais il y a des journées où je suis plus fatigué d'avoir pensé tout ce que j'ai pensé que des journées où j'ai tabassé. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Je suis moins fatigué quand j'ai des journées de pure exécution que des journées de pure conception. Et je pense que tous les gens qui savent penser... Quand je dis à haut niveau, voyez pas de grade ou je sais pas quoi. C'est pas ça, je pense que le terme, c'est à haute intensité. À haute intensité, c'est-à-dire que tu fais quasiment que ça. Tu vois, si tu me dis aujourd'hui j'ai une journée production de contenu et que ta production de contenu dans la journée c'est 1 heure sur 10, t'es pas à haute intensité de production de contenu. Tu vois, c'est la majorité de ce que tu fais, c'est d'envoyer. Et puis il faut être concentré, il faut être bien dans ta tête. L'action, je dis pas que tu peux la faire un peu dans toutes les conditions, mais il y a quand même une facilité supérieure, tu vois.
est-ce que cette action de réflexion intellectuelle, pour toi, elle est consciente ou elle est inconsciente? C'est-à-dire que pourquoi je te pose cette question? Très souvent, on voit souvent dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des créneaux dans l'agenda, il faut vraiment se dire, OK, là, pendant 1 heure, je fais rien du tout, etc. Est-ce que tu tombes dans ce cliché, enfin, cliché, oui et non, hein, mais est-ce que toi, tu as besoin de rien faire du tout pour être, OK, là, je suis vraiment dans cette phase de réflexion intellectuelle, ou parfois elle est inconsciente, ou certes, effectivement, tu es dans les lignes 4, etc., mais tu vas plus loin que juste gamberger par rapport à ton ex, et là, vraiment, tu pars dans cette phase. Moi, il y a cette notion de bulle, un petit peu bulle intellectuelle que je suis parfois, où on dit là, Gus, tu fasses. Oui, parce qu'en fait, il y a des moments où je suis en société, je suis en train de travailler, etc. Et en fait, tu as limite ce flash, cet éclair un petit peu intellectuel, où là, tout est clair dans ta tête. C'est un petit peu, moi j'aime bien, c'est la scène dans Interstellar, ça part dans tous les sens avec la musique de Hans Zimmer qui tourne. Ah ouais. Et en fait, ça fait un petit peu ce moment où, ok, là, tout s'aligne. Et là, en fait, là, tu prends cette pelote de laine que tu tires, où, tiens, j'ai cette idée, je continue à tirer là-dessus. Et là, moi, mon cas, c'est que je suis obligé de m'arrêter parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Toi, est-ce que tu es dans cette situation ou pas? Bah, tu mets le doigt sur un truc, je pense que, encore une fois, il y a peu de gens, il y a peu de gens qui sont capables de comprendre ce qu'on est en train de dire sans l'avoir expérimenté. C'est pas du tout un reproche. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est une opposition. Alors, on n'oppose pas la pensée à l'action, ça n'a aucun sens, mais c'est une comparaison, une opposition qui est injuste et asymétrique pour une raison. C'est que l'action ne peut pas évoluer, se dérouler, bouger sans vous ou sans votre conscience. Ou alors c'est très chelou. C'est que vous êtes bipolaire. Il y a un film comme ça avec De Niro où il se rend pas compte qu'il a une autre personnalité. Bref, j'arrête la digression là. Je connais pas le nom de film, mais c'est horrible. C'est un film où il se rend compte. Je vais pas spoiler. C'est vraiment pas un film gay, mais c'est un film où il réalise qu'il est schizophrène. Mais bref, je vous laisse aller voir. C'est pas Taxi Driver? Non. Il a déjà l'âge d'être un grand-père. D'accord, ok. Non, c'est pas Taxi Driver. Alors, un film incroyable que je vous recommande qui est, je sais pas si vous le savez, mais l'émanation cinématographique de Scorsese inspirée par un livre de Dostoïevski qui s'appelle L'homme du sous-sol. Je sais pas si vous connaissez. Je l'avais pas du tout. Je sais que c'est de la philosophie, Taxi Driver. Maintenant que je t'ai dit ça, renseigne-toi sur je vais encore plus le regarder. C'est peut-être pas l'homme du sous-sol. Peut-être que je me trompe. Mais c'est... Bref, c'est vraiment... tu prends un plus 10 dans ton niveau intellectuel et philosophique en étudiant ça, et c'est pas du tout difficile d'accès. C'est juste... Il y a une mise en garde qui a été faite par Dostoïevski sur le cynisme que pouvait apporter notre époque et les possibilités et les impossibilités qu'elle offrait. Et c'est ça c'est ce sur quoi Martin Scorsese est tombé, et c'est ce qui lui aurait inspiré Taxi Driver. Qui a un tableau monstrueux sur la solitude. Et d'ailleurs, De Niro a suivi une formation, tu m'as compris, mais a vraiment conduit un taxi dans les rues de New York toute la nuit pendant plus de 40 ans pour vraiment s'immerger. Et ça, je trouve ça fou quand l'acteur passe à ce niveau de profondeur. Ouais, quand tu bosses pour Scorsese, ça m'étonne, mais je oui, enfin après, par exemple, je reconnais que c'est ce que DiCaprio a pas pour Wall Street. Mais donc, pardon, l'action peut pas se dérouler sans votre présence consciente, votre participation consciente. Là où, et ça c'est très compliqué à saisir, l'aspect intellectuel, donc le pendant réflexion, intellect, gamberge, etc. Vous avez peut-être l'illusion que ça n'est un sujet que quand vous y portez attention et conscience. En réalité, non. Et d'ailleurs, c'est très documenté chez d'éminents scientifiques, notamment Einstein et autres. Le cerveau, le conscient, le machin, t'appelles ça comme tu veux, processe même quand vous n'êtes pas en train de travailler, vous, consciemment, dans votre petite caboche, comme si vous vous asseyez au bureau. Allez, là, je pense. Si bien qu'il y a même des gens qui vont se concentrer sur des problèmes à résoudre avant de s'endormir. Et le lendemain matin, en allant générer un peu de saturation, un petit peu de flottement cognitif, en marchant par exemple, ou en restant longtemps sous une douche, les solutions, en tout cas les axes, se présentent à eux. En réalité, rien ne se présente, c'est juste que l'esprit, la pensée a continué à processer. C'est pas dans vos rêves, c'est en permanence. Et donc, c'est ça que je voulais mettre sur la table, c'est que la très grosse difficulté de la réflexion, pourquoi c'est un taureau beaucoup plus compliqué, ou un cheval beaucoup plus compliqué à rider d'un point de vue rodéo, c'est parce que il continue à bouger, à se débattre, et parfois à vous faire des embardés ou des trucs surprenants, même quand vous n'êtes pas dédié à cette activité-là. Et donc, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux être même dans une phase d'action, et il y a un espèce de... Tu sens une lumière, là, tu sais, une lumière tranquille, hein, je suis pas en train de... Mais tu sens que ton esprit est en train de produire un truc, et si c'est suffisamment pertinent, intriguant, sexy, ou au contraire anxiogène, c'est très compliqué de rester dans l'action, ce que tu es en train de faire, et de pas te laisser happer. Et la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre
à ce moment-là, n'est bon, n'est bien, n'est le mieux. Est-ce que interrompre ton action pour te concentrer sur une évolution de ta pensée, de ta réflexion qui concerne ce que tu fais, est mieux que d'ignorer ce qui pourrait potentiellement amener une optimisation, un progrès, pour te concentrer sur l'action, pour pouvoir dire à tes potes et à tes vicis, t'as vu, je suis un mec d'action. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque où, sociétalement, entrepreneurialement, on va vous mettre une pression, comme on met une pression aux femmes pour avoir un enfant avant 30 ans, sinon c'est bizarre. Un entrepreneur, aujourd'hui, dans le paysage en tout cas francophone, on va lui mettre une pression pour n'être attention, que dans l'action. Je dis pas qu'il faut pas mettre une pression pour pas être dans l'action. Je suis moi-même je comprends très bien l'intérêt de faire ça. Il faut pousser les gens à l'action. Mais l'exclusivité de l'action n'a, à mon sens, aucun sens d'ailleurs, et peut surtout vous faire vraiment mal. Donc tout ça pour dire que la réflexion, c'est aussi un démon. Alors que l'action, non. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. Il y a une étude scientifique que j'ai lue il y a pas longtemps qui était pas mal aussi, mais que je trouve un petit peu à double tranchant. C'est en fait parce qu'elle va en conforter plein aussi dans leur méthode de fonctionner. C'est notamment sur la procrastination, sur le fait que certaines personnes remettent tout au tout dernier moment. Et en fait, tu as 2 écoles par rapport à ça. Tu as ceux qui effectivement remettent tout au dernier moment pour ensuite au dernier moment le remettre au lendemain. C'est c'est la vraie procrastination. Ça, c'est la vraie procrastination inutile. L'autre, c'est... Et après, tu en as une qui s'appelle la curation mentale, où en fait, tu en as qui vont remettre tout au dernier moment. Mais par contre, au dernier moment, ils vont arriver justement, limite le jour J, où on va dire, en fait, j'ai tout fait au dernier moment, sauf que pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il y a cette phase de curation en inconscient, où en fait, leur cerveau, il connaît le problème, le process est actuellement en train d'être résolu en interne, et quand ils vont se mettre sur la feuille blanche, sur l'ordinateur, qu'importe, le jour J, tout a déjà été processé. Ce qui fait qu'ils savent exactement quoi faire. Alors exactement quoi faire, pas à 100% bien sûr, mais en fait, ça, tout commence à être limpide en mode, j'ai tout fait au dernier moment, et moi, je fonctionne mieux à la dernière minute. Alors, il y en a qui vont essayer de le rattacher au quotient intellectuel. Je pense pas forcément. Ah non. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment une notion de, en fait, tu as cette curation qui est en interne. Voilà, ça. Mais ça vas-y. C'est ultra vrai. Et même, en fait, je pense même que le problème est pris à l'envers. C'est-à-dire que les gens, moi, 100%. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucun monde où on se serre la main aujourd'hui. Super Basile, donc tu nous prépares la conférence pendant 1 mois sur X, Y, Z. On va faire un truc simple. Si tu m'as sollicité pour cette conférence, soit tu es un malade mental, soit tu comprends que je suis censé être, sans m'autoproclamer, à ta perception, de ta perspective, de ta perception, un expert, ou en tout cas un joueur pertinent pour s'exprimer sur ce sujet-là. Donc, ce que tu attends de moi, c'est de venir répandre cette expertise via une production oratoire de valeur, appuyé sur des slides, sur une chorégraphie ou un jeu de lumière, ça c'est un autre sujet. Et à l'instant même où on deal, l'exercice change complètement d'ambiance. C'est en mode, alors mon petit Basile, quel lot de 26 slides vas-tu nous produire ? Mais c'est pas ça mon taf. Moi je suis pas consultant junior chez Capgemini. C'est pas ça mon taf. Moi mon taf c'est d'emmagasiner le plus de violence et de puissance sur mon expertise dans ma tête, et d'avoir travaillé tellement fortement ma pédagogie, ma capacité magistrale, ma capacité oratoire, ma capacité de mobilisation des bonnes informations, et crois-moi, c'est dur, hein, et mon énergie, évidemment qu'on va faire des trucs pour savoir se repérer, mais ça me concerne. C'est pas aux gens qui vont recevoir ta conférence de valider ou pas un plan. Tu vois où je veux en venir ? Et une fois que le jour J arrive, de pas louper le coche et d'envoyer. Et ça, je le retrouve aussi dans les coachings. Mais bien sûr. Le nombre de fois où tu as le directeur commercial, où tu as le gérant, bref, le fondateur, qui a dit, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir valider en amont, etc., ce que tu vas partager. Bah, ce que je comprends pas, c'est effectivement quand tu sollicites un prestataire externe, même ce qui va te donner peut-être du lundi 14 avril, peut-être que le lundi 14, après avril c'est mai, peut-être que le lundi 14 mai, entre-temps, sur la temporalité, ça va changer. Le nombre de fois où j'ai changé le cours d'un coaching parce qu'entre-temps, il y a un nouvel outil, il y a un nouveau process qui sort, il y a une nouvelle loi qui sort, vouloir tout en amont, en fait, toi, ça bloque aussi ta réflexion, je trouve, ce qui fait qu'en fait, le jour J, bah, tu te cantonnes à ce que tu as donné, alors que tu aurais peut-être pu ouvrir le champ des possibles sur autre chose. C'est clair. Et là, on vit une énorme transformation à l'heure où on parle. Hein. Ça se traduit dans le contenu, mais ça va éclabousser tous les autres domaines. Les gens ont commencé à comprendre ce qu'est la valeur. Quand je dis les gens, je parle des audiences, je parle des lecteurs, des gens qui visionnent vos contenus, qui consomment vos accompagnements, vos produits, vos services. Les gens sont en train de réaliser que la valeur, c'est pas faire du bruit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La valeur, c'est pas « Waouh, le mec a sorti 10 vidéos, 10 reels, 10 shorts, je m'en fous.
hyper bien scripté, avec un motion designer, avec un hook qui passe au début pour faire un hook. C'est pas de la valeur, ça s'appelle du théâtre, du cinéma, de la danse, du twerk, t'appelles ça comme tu veux. Bon, par contre, dans ces reels, dans ces shorts, j'apprends rien, c'est ultra scripté, ça doit faire moins d'1 minute parce que sinon l'algorithme ou quoi. En fait, t'es au service de ce que tu m'apprends ou t'es au service du chorégraphe qu'est l'algorithme pour t'obliger à te prostituer intellectuellement pour faire des vues. Et si on prend par exemple le cas de la production de conférences, de cours, de coaching, etc., tu veux quoi? Tu veux un mec qui fait très bien le conférencier ou tu veux un mec qui fait de très bonnes conférences? Tu veux que j'ai l'air de faire des conférences incroyables parce que j'ai des slides qui m'ont coûté 600 € à produire avec le meilleur motion designer, ou que l'IA, que ceci, que moi je t'ai mis mon meilleur costard, que je me suis habillé un peu fashion alors que dans la vie, frérot, je mets des boots militaires et je marche dans la forêt, ce que font 3/4 des gens que vous voyez sur scène, et que je sois venu avec 3 punchlines que j'ai même pas écrit, en citant 80 auteurs donc, qui ne sont pas de ma production intellectuelle, où tu veux que je vienne et que j'essaye de produire la meilleure prestation live, évidemment préparée, comme tu te prépares pour ton Irox, comme tu prépares. Mais tu vois où je veux en venir? Tu sais à quoi ça me fait penser? Vas-y, dis-moi. À la discussion qu'on avait il y a 1 heure sur Modern Wisdom, le podcast de Chris Williamson. On parlait effectivement qu'il y avait ce que tu dis. Alors, j'ai plus le terme, effectivement, sur le cyclo. Ouais. Le cyclo. Tu disais, effectivement, on parlait de tout ça, c'était incroyable, budget de ouf, etc. Moi, ce qui fait que j'ai adoré ce podcast avec Matthew McConaughey, parce qu'avec Basile, on parlait podcast avec l'acteur d'Interstellar. D'ailleurs, Interstellar, encore une fois, on en parle. Ouais. Mais, on vous recommande, allez le voir. On vous recommande forcément. C'est les punchlines que Matthew McConaughey a lâchées sur le fait, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est sur le fait, c'est quoi être un homme aujourd'hui? C'est pas taper du poing sur la table, c'est pas aujourd'hui être viril, avoir des poils sur le torse, etc. C'est être en capacité de jongler justement. Putain, je me rappelle de ce passage. Et ce passage, il m'a mis une droite au bide, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement cette vision galvaudée, et surtout, on vient tirer sur la masculinité toxique, etc. Ce qui fait qu'au moment où l'épisode est sorti, je l'ai adoré. Et ce qui fait que j'ai adoré le podcast, c'est pas parce que derrière, on voit le champ du film Interstellar, c'est pas parce que derrière, c'est de la 4K, la vidéo, non, c'est vraiment pour la punchline, pour la valeur. On parle de valeur, c'est pour la phrase qui m'a fait gamberger derrière, pour reprendre ton phrasé, qui m'a fait gamberger derrière, qui pendant des jours, j'y ai pensé en mode putain, c'est ouf qu'une seule personne puisse sortir ça et qui vaut les 1h30 de podcast que tu as regardé. Il y a 2 manières d'accoucher un aphorisme. Un aphorisme, c'est la compression de sagesse et d'intelligence dans une phrase la plus simple ne voulant pas dire facile, mais qui se suffit à elle-même. De genre, alors attention à pas confondre aphorisme et poncif. Poncif, ça va être tous vos géniaux. Moi, j'ai eu des CEO qui ne parlaient qu'en poncif. Je vais vous donner un exemple. Les poncifs, c'est des évidences qui se veulent intelligentes, mais qui n'apportent rien. D'accord. Du type... L'eau, ça mouille. Alors, l'eau, ça mouille, c'est carrément être con comme une baie vitrée. Enfin, c'est utilisé même pour ironiser. Un poncif, ça va plutôt être qui peut le plus, peut le moins. Ok. Évidemment qu'elle est mathématiquement, même s'il n'y a aucune mathématique là-dedans, valable. L'affirmation est valable. Explique-moi juste ce que tu as amené avec cette phrase, qui, je pense, tu croyais qu'il allait te faire passer pour une réincarnation de Bouddha, qui peut le plus que le moins. Less is more. Dream big. Tu vois. Tout ça, c'est des choses qui, dans un contexte, venant d'une personne vers une autre, avaient tout sens et toute puissance, parce que c'était juste. Mais extrait, standardisé et déployé au monde global, c'est juste ce qu'on appelle un poncif. C'est un truc qui te donne l'impression que tu as dit un truc, sauf que tu n'as rien dit. C'est limite une généralité, en fait. Il y a un peu ce terme-là, non? Généralité, c'est de dire quelque chose en prétendant, dans la manière dont tu le dis, que ça concerne tout le monde. De dire, par exemple, tous les mecs qui s'appellent Augustin ne peuvent pas s'empêcher de se tortiller la barbichette pendant qu'ils tournent un podcast. Je connais un Augustin. C'est plus ça, la généralité. L'aphorisme, c'est réellement une pièce de valeur intellectuelle. C'est-à-dire que c'est incontestable. D'accord, ok. L'aphorisme n'appartient pas nécessairement à son auteur. C'est-à-dire que... Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un bordel, mais renseignez-vous. Il n'y a pas d'autre mot pour dire aphorisme. Parce que j'ai eu un mec qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour me dire « C'est bien, mais des fois, tu utilises des mots un peu compliqués. » Alors, ça peut être totalement vrai. Mais là, l'exemple qui me sort, je ne me rappelle plus ce que c'était un mot qu'on ne peut pas simplifier. Du genre aphorisme. C'est pas à moi de dire aphorisme d'une autre manière, comme si les gens qui regardaient ta chaîne avaient 2 ans et demi d'âge mental et savaient ni lire ni écrire. C'est aux gens qui regardent ta chaîne de saisir l'opportunité de rencontrer un propos encore un petit peu inconnu pour eux, d'aller mettre
pause et de regarder ce que ça veut dire et d'essayer de l'intégrer à leur vocabulaire. Sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire ça? Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui, à partir du moment, moi, j'ai aucun problème, c'est ce que j'ai demandé, Ouais. tu vois, je t'ai dit ça. Tu connais beaucoup de personnes qui, à partir du moment où elles comprennent pas un mot, que ce soit face à une personne ou dans un contenu, vont le chercher. Très peu. Ah, peut-être peu, ouais. Mais Sincèrement, pour moi, c'est un bug. Enfin, Sincèrement, très peu. Alors, je confonds pas les gens qui ont la flemme, pas le temps là sur le moment, mais qui le feraient un peu d'habitude, et les gens Ils catégoriquement n'ont pas ce réflexe-là. je connais pas ce mot. Hmm. Oui, alors c'est bien, mais par contre, Pas la de- réaction, c'est ouais. pas de dire du coup donne-moi un autre, c'est Ouais. du coup va le chercher, tu vois. Mhm. On peut aussi quand même dire il y a des gens Bien sûr. qui Ouais. surchargent leur vocabulaire, mais attention, ne leur reprochez pas. Parce que ça vient rarement d'une intention de flex, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi parce que le travail de simplification est encore en cours dans leur esprit, Mhm. et que pour l'instant, pour être au plus près de la vérité de ce qu'ils veulent te dire, ils n'ont pas d'autres véhicules verbaux, et ils veulent pas dire de la merde. Tu vois, ils veulent pas déshabiller ou Donc, dans dénaturer le ce qu'ils doute, veulent ils dire. se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Et c'est là où tu vois un expert, c'est Ouais. quand tu sens son discours sans changer de sens, changer d'esthétique Mhm. et de capacité Par d'assimilation. rapport à la personne qui est en face d'eux. D'assimilabilité. Ouais. Mais pour revenir sur merde, putain, je sais plus où j'en étais, mais c'était hyper intéressant le On parlait des poncifs et on parlait des aphorismes. Il y a deux aphorismes. manières d'accoucher d'un aphorisme. Alors le truc, c'est que j'aurais aimé là tout de suite sortir un aphorisme de légende pour vous faire comprendre ce que veut dire aphorisme. Mais il y en a des milliards, donc surtout vous prenez pas la tête et allez tout simplement en chercher. Pensez phrase courte, pensez punchline de valeur et de sagesse. C'est-à-dire, tu lis un aphorisme, déjà il y a 800 niveaux de lecture d'un aphorisme, c'est-à-dire que tu as le teubé de base qui lit un aphorisme, il a rien compris, et petit à petit, tu as les gens qui arrivent à en trouver des choses. Et le niveau extrême d'un aphorisme, c'est celui de ceux qui vont l'augmenter, c'est-à-dire de ceux qui vont pas s'en servir comme uniquement d'un bouclier, enfin comme d'un objet, mais qui vont s'en servir comme d'un appui pour potentiellement aller chercher au-dessus. Bref, les deux manières d'accoucher d'un aphorisme, c'est la manière la plus valorisée par le monde et reconnue, c'est le travail, c'est d'avoir travaillé 10 ans sur le sens de la vie, sur le sales, sur les charpentes en ébène dans le nord du Vaucluse, enfin, j'en sais rien, d'avoir été un travailleur d'un sujet ou de plusieurs et d'avoir tellement fait le tour que des choses deviennent disponibles dans ton esprit parce que tu as une cartographie de ton sujet, de ton expertise qui est démentielle, qui est énorme, et donc tu vois des évidences, tu arrives à dire des choses d'une simplicité déconcertante parce que tu vois ce que je veux dire, c'est comme le mec qui a fait 20 ans d'anglaise, de boxe anglaise, parce que pour que les gens comprennent, il va avoir un naturel et une simplicité à aller chercher des choses qu'un mec qui vient de démarrer ne trouvera jamais. Bon, ça c'est la première méthode. Et celle-là, on la comprend, tout le monde la valide. Mais il y a une deuxième méthode de faire un aphorisme, et celle-là, il y a très peu de gens que je vois oser l'emprunter quand elle est possible d'emprunter. C'est l'inspiration. Mais la vraie inspiration. L'inspiration, c'est pas quelque chose m'inspire. C'est un moment, l'inspiration. C'est un état. C'est-à-dire, là, je suis en train de parler avec toi, on va me poser une question, on va me dire un truc, dans mon esprit, sans qu'aucune chose ne vienne de ma volonté, de mon intention, il y a un truc qui va s'allumer, qui va commencer à tourner. Dans peut-être 80% des cas, ça sert à rien, ça redescend. Mais dans 20% des cas peut-être, je vais commencer à regarder un peu sur le côté, dire, ça a l'air hyper pertinent maintenant. Et je vais le laisser monter pendant que je te parle, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, je suis en train de te parler, je regarde ailleurs, etc. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais tout le monde fait ça, hein, tu vois. Normalement, personne te regarde dans les yeux non-stop quand on discute avec toi. Il n'y a que les gens qui font des reels Instagram scriptés qui te regardent non-stop. Dans la vie normale, personne te fixe dans les yeux, tu vois. Ouais. Sauf quand on te raconte d'énormes conneries ou qu'on essaie un petit peu de te menacer, de te Ou manipuler. quand on écoute. Ah non, quand tu parles pas. Ah, ok, Quand tu parles, c'est très bizarre d'être tout le temps en train de fixer, tu vois. Ah, bah, très souvent, ouais, je suis d'accord avec Et maintenant, on va être là. Ouais. Putain, elle est belle la caméra. Le problème, c'est qu'il y a deux choses qui empêchent les gens d'oser pratiquer réellement l'inspiration au cours de ce qu'ils font. L'inspiration étant un phénomène d'action. Okay. C'est-à-dire que l'aspiration te vient pendant que tu agis. Ou que tu es dans une phase de réflexion très violente, très poussée, mais qui pour moi est une forme d'action. Tu vois. Bah, la première chose, c'est qu'on a une honte sociale à oser s'emparer d'une inspiration qui a autant de chances de s'écraser dans le mur que d'être pertinente. Qu'elle soit intellectuelle d'ailleurs, ou je vais pas dire physique, mais j'ai pas de synonyme pour physique. Là, je fais la parenthèse parce qu'effectivement, là, on parle vraiment d'inspiration intellectuelle où on va dire une phrase effectivement qui vient dans notre cerveau, mais il y a aussi l'inspiration
Un danseur qui d'un seul coup dit d'un seul coup, tu vois, effectivement, j'ai ce pas de danse. Oui. Créative, voilà. Bah, physique. Physique, voilà, Enfin, ouais, c'est physique. Oui. Tu vois ce que je veux dire Corporel ou intellectuel. Ouais, corporel, mais ouais. c'est la même chose. Ouais, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça va se passer plus sur de la sensation quand on va parler du corporel, mais ça peut être de la musique, hein, ça peut être plein de choses. Et on va parler plus d'arborescence de réflexion et de pensée quand on va parler de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'en gros, moi, comment ça se passe, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, c'est que on est en train de parler d'un sujet qui m'intéresse, qui vibre, et il y a des petites branches, des petites connexions, petits départs de pistes qui, tout le long du propos, tout le long de notre échange pop, les 3/4, je les regarde même pas parce que de toute façon, je suis obligé de rester dans le propos, mais des fois, c'est surtout pendant que l'autre parle, et c'est là où c'est très dur de pas perdre le fil, la connexion, et en même temps de laisser le truc commencer. Bah, il y a un truc qui gagne du terrain, puis au bout d'un moment, ça devient trop stylé pour lever ski. Et les gens n'osent pas suivre leur inspiration, en tout cas quand c'est filmé, documenté, écouté, il y a des témoins, parce qu'ils ont un peu peur qu'on déjà les targue, qu'on les accuse d'être prétentieux. Donc il y a des gens qui produisent des aphorismes, entre guillemets, en travaillant pendant 10 piges, et toi, tu crois qu'en une inspiration dans une phrase, tu vas dire un truc intéressant. En fait, la seule question, c'est est-ce que ce que j'ai dit est intéressant ? Je sais que tu n'en as strictement rien à foutre, mais je voulais quand même te poser une question. Tu avais fait un épisode que j'avais adoré aussi avec Arthur Valton, on embrasse d'ailleurs, où tu avais dit les gens aujourd'hui ont peur de se citer, et que toi, à un moment donné, tu donnais des citations qui étaient de toi, et tu disais qu'effectivement, c'était de quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, parfois, tu prends des citations et tu dis là, ça, c'est de moi, et est-ce que tu penses que tout le monde devrait, là, aujourd'hui, être dans cette situation ? Non, alors attends, je rectifie pour être sûr que toi et du coup d'autres gens aient bien compris. Le fait de se citer soi-même et de le faire incarner par un autre nom, c'était pour que ce soit pris au sérieux. C'est pas par honte. Moi, j'ai jamais eu honte de me citer. Mais je vais pas te dire une phrase que je viens de dire là et de dire ça, c'est de moi. Non, bien sûr. C'est de dire là, je te donne un truc qui est, moi, à mon sens, qui est lourd, qui doit être considéré. Et je sens que ça va passer dans le flux de la conversation, et là, je l'habille d'une autorité, et d'un coup, ça devient biodisponible intellectuellement pour les gens, juste parce que tu as mis un blaze. Parce que malheureusement... Parce que tu as mis un vernis d'autorité, voilà. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Et c'est là, d'ailleurs, où je peux vraiment classifier les gens intellectuellement. C'est-à-dire que les gens dont j'ai systématiquement besoin de revêtir... Il faut que mes idées, mes pensées soient avec une petite sauce, pour qu'ils les acceptent juste. Pas qu'ils les comprennent, qu'ils les étudient, c'est juste qu'ils les envisagent. Bah, ils sont nécessairement moins intelligents, à mon sens, mais vraiment moins intelligents que les gens qui vont faire attention à n'importe quel propos, n'importe quelle pensée de quiconque vienne cette pensée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, où en fait, là, la valeur, il la corrèle par rapport à la personne qui est en face. Alors que du coup, il regarde le messager, pas le message. Exact. Bien sûr. Voilà. Et c'est, pour moi, un des premiers signes de déficit d'intelligence à notre époque. À notre époque, pour moi, c'est une tare intellectuelle de ne pas être capable de départir l'information de celui qui l'apporte. Évidemment, il y a plein de cas où c'est important de garder la connexion, mais quand tu analyses l'information, tu n'analyses que l'information. Si tu veux déchiffrer la dangerosité, le réalisme d'une information, tu peux évaluer évidemment son porteur et ses intentions. Mais une information n'a pas besoin d'être connectée à son porteur pour être une information. Elle se suffit elle-même. Par contre, si toi tu l'interprètes que en t'obsédant avec oui mais là c'est lui qui me le dit, lui j'aime pas, lui je crois pas et tout, bah en fait l'information elle est déjà déformée. Donc c'est pas celle qu'on voulait te faire passer. Alors que on va rester poli, le pire chien de la casse, je reste poli en disant ça, peut te donner le meilleur conseil de ta vie. Je vais recentrer un petit peu après sur bien sûr. Mais je vais juste te poser une question avant parce que tu sais que je suis curieux. Quelle est aujourd'hui, je pense que tu t'en rappelles parce que forcément c'est le genre de choses qui te marquent, quel est aujourd'hui l'aphorisme qui t'a fait le plus gamberger cette année-là? Cette année? Ouais. Ou pas forcément cette année, mais celui qui t'a vraiment... Si. Mais c'est pas un aphorisme. En fait, un aphorisme, c'est un aphorisme à partir du moment où quelqu'un le considère comme un aphorisme. D'accord, ok. Alors, il y a quand même un aphorisme dans sa définition physique, il y a quand même un sujet d'être court, d'être impactant. L'aphorisme ne s'explique pas lui-même. D'accord. C'est une sorte d'affirmation, et le sens qui en émane appartient aussi à celui qui... Quelle est aujourd'hui la pensée externe de quelqu'un? Le problème, c'est que moi, je passe très peu de temps à analyser la pensée externe des autres. Pas par flemme, prétention, quoi. C'est que je suis un peu déjà en train de me battre avec la mienne pour qu'elle me laisse tranquille. Mais non, je pense que une citation dans un ouvrage que tu as lu. En fait,
je peux toujours te répondre avec cette phrase de je crois. D'ailleurs, jamais personne n'a réussi à me ramener le je crois de Balzac, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est pas. Là, on s'écarte du sujet parce que c'est pas un aphorisme, une citation, mais c'est sur un truc qui m'a touché. Mais c'est une phrase qui dit deux personnages qui se rencontrent, il y en a un qui analyse un peu l'autre et qui finit par se dire à lui-même, lui aussi a perdu sa vie à devoir la gagner. Ok. Et pour revenir à ce que je te disais en début d'épisode, moi, pendant le début de ma vie active, en tout cas, je faisais que travailler. Tu considères que c'est des années perdues? Ah oui, complètement. J'ai jamais vécu comme un jeune homme. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé et je me suis jamais considéré comme un jeune. J'ai pas voyagé, j'ai pas profité du monde de la nuit en tant que moi, client. J'ai eu des amis qui étaient les mêmes que avec qui j'ai grandi, en fait. J'ai surtout travaillé, en fait. Mais c'est pas un regret. Pour reprendre... Ouais, mais c'est que j'ai été persuadé que ça allait m'aider à gagner ma vie parce que je confondais gagner ta vie financièrement et préserver ta vie du système actuel dans lequel on est tombé en naissant dans les années fin de 1900 et 2000, où le travail, le capitalisme et la labeur a été de toute façon le centre de notre époque et de notre civilisation occidentale très développée. C'est pas moi qui vais renverser le système là en une vie, tu vois. J'aurais aimé comprendre plutôt que travailler, surtout pour les autres, c'est nécessaire pour vivre, etc., mais que ça n'est pas ça la vie. Après, j'étais un peu con quand j'étais jeune. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir levé la tête. D'ailleurs, ce qui est le truc que je considère le plus dommageable chez les gens qui sont dans l'action pure, c'est de jamais saisir les opportunités de se redresser et de voir devant eux et de regarder un peu à droite à gauche ce que font les autres, pas pour se comparer, mais pour se rendre compte de la cohérence de leur trajectoire. Et à quel moment tu le fais, ça? En général, c'est la vie qui t'offre des opportunités. Alors, ce qui est marrant, c'est que les opportunités, elles peuvent être négatives comme positives. Mais ça reste des opportunités de lever la tête. Un coup dur, ça, on va pas rentrer dans les détails, on a tous des coups durs dans nos vies. Un coup pas dur, mais qui met du coup un léger frein à la suraction, c'est des opportunités de lever la tête. Et les gens qui sont dans la suraction, comme je pouvais l'être avant, c'est des trucs qu'on refuse, on replonge le plus possible. Et c'est dangereux. Donc après... j'ai pas vraiment d'aphorismes qui me font... Pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de la zone d'état intellectuel où parfois tu es dedans, moi, il y a une zone d'état physique qui m'a permis ensuite de retrouver, ce que tu dis, certains ne le connaissent pas, c'est le moment où tu te perds dans tes pensées, où tu tires la pelote de laine, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et moi, si je peux partager ça aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui m'a aidé, c'est l'action et trouver cette zone de flow dans l'action. Exemple tout bête, il y a des moments quand il fait beau, tu as du soleil, tu prends les baskets, tu vas courir, tu es dans ta vitesse, tu prends du running ou n'importe quel sens de sport, et tu es pleinement dans l'instant présent. Très souvent, il y a des sportifs qui vont remplir aussi cette zone de flow où tu sais que tu es pleinement là. Tu sens les battements de ton cœur, tu es à fond dedans, et là, c'est purement du physique, c'est purement du corporel. Et j'avais du mal à trouver cette zone de flow intellectuel, de flow de réflexion, avant d'avoir cette zone de flow physique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, alors complètement. Ce que tu viens de dire me fait penser qu'il y a peut-être une distinction à faire. On a pris la peine de distinguer penser de manière incontrôlée, vagabonder, etc., machin, et se mettre et réfléchir. En réalité, on aurait pu tout à fait faire la distinction de l'autre côté. C'est-à-dire que il faut pas confondre deux choses. C'est là, quand on parle d'action, on parle beaucoup plus de faire que d'agir. C'est-à-dire que, vas-y mec, lève-toi, va faire un footing, c'est de l'action, mais t'es en train d'agir. Enfin, je sais pas si la distinction est bien faite comme ça. Aidez-nous si vous avez des meilleurs termes. Mais... Tu veux parler avec le mode pilote automatique? Alors que quand on parle de non, mais surtout quand on parle de le côté entrepreneur, on parle de faire, on parle de build, tu vois. On va reprocher, voilà, pas forcément de créer, mais oui, enfin, en tout cas d'exécuter quelque chose qui donc a été pensé pour être exécuté, tu vois. Là où je sors, je vais courir, c'est de l'action, mais c'est une action absolue, elle se suffit à elle-même, entre guillemets. T'es pas en train de faire quelque chose d'un point de vue fabriqué quand tu vas courir. Mais tu dis, si, ta condition physique, oui, t'as raison, mais c'est pas ça ton projet, tu vois. Quand on parle de gens qui sont dans l'action ou dans la réflexion, c'est est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire ou est-ce qu'il y en a qui sont en train de penser à ce qu'ils veulent faire? C'est plus ça. Évidemment, on agit tous. Pour revenir au studio, on a agi. Pour se faire ses carbos ce soir, tu vas agir. T'as compris l'idée. Mais là, on parle de faire. On parle d'être en train d'exécuter un plan. Ou pas. Il y a des gens qui exécutent, ils savent pas trop ce qu'ils exécutent. Mais... Moi, par rapport à ça, ça a été un rôle d'entrepreneur totalement différent là, avec Akiro, avec l'agence qu'on a montée, qu'on a cofondée avec Flavien. Avant, sur la partie coaching, j'ai été pendant 1 an et demi,
Je bougeais, je prenais le train, j'allais faire le coaching, ou je prenais le train, le métro, qu'importe, on s'en branle. Mais je prenais le déplacement, je faisais le coaching. Donc là, je déversais la pensée en fonction effectivement de l'audience que j'avais en face du public. Et en fait, les journées s'accumulaient, etc. Là, avec Akiro, j'ai pris ce même schéma là aujourd'hui de fonctionnement, c'est-à-dire que je mets les gars sur la campagne, je crée le script d'appel, je crée le document stratégique, on crée la base de données, ça déroule. Sauf qu'en fait, j'ai été obligé de faire cette prise de hauteur, de se dire, ok, là aujourd'hui, ça fait genre 7, 8 mois, 9 mois que c'est comme ça, on n'avance pas. Et en fait, il y en a plein qui pourraient dire, bah si, t'as fait les campagnes, t'as eu des nouveaux clients, t'as fait rentrer du chiffre d'affaires, etc. Et ça, c'est là où du coup, moi, je trouve ça monstrueux de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. C'est parce que c'est notamment les discussions qu'on a pu avoir de faire vraiment ce bond en arrière, de faire cette prise d'auteur, désolé pour le micro de reculer, mais de faire cette prise d'auteur, de dire, ok, là, il s'est passé 9 mois où tu as fait que répondre à des messages Slack, créer des scripts d'appel, créer des bases de données et mettre des gars sur des campagnes. Et en fait, je me suis mis une claque dans la gueule en mode, mais en fait, t'as pas pensé à la croissance de la boîte, t'as pas pensé à juste te poser dessus en mode, comment je peux faire là aujourd'hui pour améliorer le système de mon entreprise. Il y a une image que je prends souvent pour essayer de cristalliser ça dans l'esprit des gens, parce que c'est vachement facile de donner des leçons. Mais la prise de recul, les gens pensent que c'est une interruption de quelque chose. En fait, la prise de recul, je pense que la manière la plus saine de le pratiquer, d'en faire quelque chose qui est valable pour vous, c'est de l'intégrer à votre routine. C'est pas d'en faire un truc à part entière. Je donne un exemple. Prenez n'importe quel film où il y a des sujets vous savez, d'infiltrer un flic, un mec du FBI, je ne sais où. Comment ? Les infiltrés. Prenons Les Infiltrés, grand Scorsese, encore une fois, avec Nicholson, DiCaprio et Damon. Oui, c'est ça. Alors là, on est sur un double, on est sur une infiltration stéréo. C'est un bad boy qui s'infiltre chez les flics en étant le genre idéal, alors qu'en fait, il bosse pour le taulier de la mafia locale. Et un bon petit cassos de quartier qui s'est repenti, qui lui veut redresser un peu la qualité des quartiers. Et t'en as un troisième. Il y en a un troisième ? Oui, t'en as Jack Nicholson. Oui. Ah oui, mais parce que alors moi le problème c'est que je sentais le truc depuis le départ. C'est-à-dire que en fait quand tu regardes tous ces films de mafia, le boss ou l'enculé principal, tu finis quasiment toujours par apprendre que c'était un informateur, etc. Mais c'est pas des infiltrés. Attention. Non, mais c'est des mecs qui se sont corrompus. Même c'est marrant de dire qu'un criminel s'est corrompu. Mais c'est-à-dire qu'un mec honnête, un gars du gouvernement ou de la police d'État va finir par se corrompre en trempant dans des affaires criminelles. Un criminel va finir par se corrompre en trempant dans des affaires de police. Mais donc on prend le concept de l'infiltré, il y a toujours un moment, mais ils n'ont pas réussi à trouver des choses plus créatives parce que c'est la même chose dans tous les films, où les mecs ils vont se donner rendez-vous dans le fiac d'une zone industrielle, d'une province que personne ne connaît, où ils vont se rencontrer en deux voitures alors que tu peux juste descendre, frérot. Tu vois, on peut se poser un café, c'est la même chose. Non, là, on va pas descendre des voitures et tout machin pour discuter. Et ben, ce moment, c'est ce qui représente le plus la prise de recul. Oubliez les histoires de films d'infiltrés. C'est le gars qui est dans la voiture, qui est l'infiltré. Il sort pas de son rôle d'infiltré. Il vient consulter la dimension supérieure du plan. Ok ? Et aussi peut-être informer et dire là, il y a eu ci, il y a eu ça. L'autre gars, lui, il est là pour éventuellement s'assurer que les limites gauche-droite sont bien respectées, que s'il y a un problème, on le traite, que ceci, que cela. Ben, en réalité, quand tu dois prendre du recul, tu dois être les deux gars. Mais il faut vraiment le faire de manière bête et méchante. C'est-à-dire, imagine que là, tu viens de passer une semaine à t'infiltrer dans ton business, et tu dois aller rendre compte à quelqu'un en essayant de lui rendre compte de manière à lui faire arbitrer des décisions, des choses à prioriser, déprioriser, des questions que tu te poses, etc. Tu peux d'ailleurs trouver un interlocuteur pour faire ça, mais c'est juste ça, prendre du recul. C'est pas arrêter ce que vous êtes en train de faire, c'est pas forcément tout changer. C'est très dur. Vous avez la tête dans le guidon. C'est juste se dire, est-ce que le plan est toujours le bon plan, et de vous évaluer comme quelqu'un qui agit dans un contexte dangereux et difficile, parce que c'est quasiment inefficace de prendre du recul quand t'es en train de te dire que ce que tu fais c'est simple, c'est facile, tout le monde l'a fait. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas une bonne manière de faire. L'infiltré, il sait qu'il joue sa peau, tu vois, entre guillemets. Donc, il va être prudent. Et le moment où il peut prendre de l'info, de recul, du feedback et des conseils, il va vraiment rentabiliser ce moment-là. Il va pas, parce que il peut jouer sa vie, tu vois.
Donc je sais pas si elle est peut-être un peu casse-gueule la métaphore, mais Elle est pas c'est vraiment casse-gueule parce que mettez-vous à la troisième personne. Ça, c'est elle est pas casse-gueule parce que là, c'est pas la vie que tu mets c'est pas ta vie que tu mets en jeu, là, c'est la croissance de ta boîte. C'est même la santé de ta boîte, tout simplement. Et je me rappelle qu'on a eu plein de discussions parfois. C'était même l'année dernière où tu me disais que parfois tu as rencontré des entrepreneurs qui étaient des brutes de production. Et cet état des lieux, ce compte-rendu ne le faisait pas. Et du coup, parfois, ils explosaient, ils avaient une croissance monstre, pardon, et ils finissaient droit dans le mur parce qu'en fait, ils faisaient pas ce compte-rendu. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, la santé de la boîte / de ton projet, en fait, elle crève, tout simplement. En fait, au début d'une aventure entrepreneuriale, ce que je veux dire est une extrême généralisation. Mais il faut bien qu'on passe par ce genre de vecteur. Tu as besoin de feedback très court, très constant, très simple. Tu testes. Tu veux du retour. Plus, je pense, tu évolues, plus tu prends possession de ton marché, enfin en tout cas de ta part de marché, plus tu prends tes repères dans ton industrie, dans ton réseau concurrentiel, etc. C'est pas que t'as plus besoin de feedback, mais tu as besoin de feedback de plus en plus long à obtenir, complexe à obtenir, fin à obtenir, et pas forcément long, mais plus lourd à accueillir. Ok ? Tu veux savoir si ton bouton rouge ou vert ou bleu au tout début de ton pseudo SaaS que tu as monté avec ton cousin qui prétend qu'il est dev alors qu'il a fait que 2 semaines à 42 et que s'est fait virer à la piscine, ceux qui savent de quoi je parle sauront, tu vas l'avoir en 3 secondes. Tu fais un A/B test d'interface, tu vas savoir si c'est une bonne idée d'ouvrir d'abord l'Allemagne avec ta super boîte qui a cartonné en France avec des premières touches UK parce que tu as une opportunité plutôt que d'ouvrir justement le UK parce que tu as déjà un peu de traction mais tu n'as pas une spécifique opportunité. Là, on est... Alors, tu vas me dire, non, c'est pas une question de feedback, c'est de l'arbitrage. Oui, mais l'arbitrage va mener à une prise de décision, donc un test qui va devoir mener à une prise de feedback. Tu te rends bien compte qu'on n'est plus du tout sur la même échelle de tests, de feedback, de retour et d'implémentation. Et donc, les gens qui se sont construits en refusant pas le feedback, mais en refusant la prise de recul, ils peuvent vraiment vivre des temps difficiles quand cette prise de recul va devenir un ingrédient obligatoire. Sine qua non obligatoire de toute prise de feedback à partir d'un moment. Tu vois ? C'est pas une bonne métaphore, mais c'est comme un mec qui commence la force, la muscu, peu importe, mais tu peux commencer sans trop t'échauffer. À mon avis, c'est con ce que je dis. Alors, n'entendez pas, ne vous échauffez pas. Je pense que tu peux commencer ta première année, tes 2 premières années, sans t'échauffer, à condition de ne pas venir d'un état physique vraiment trop dégradé avant de t'y mettre. Parce que voilà, si t'es dans d'avoir les conditions à côté, bonne alimentation. Et pas faire n'importe quoi. Ouais, mais il y a un moment, ça va plus passer. Il y a un moment, tu vas soulever des barres plus lourdes que toi, tu vas mettre en danger tes articulations, ton gainage global, ta colonne vertébrale. Il y a un moment, tu vas devoir t'échauffer, quoi qu'il arrive. Ça, je me rends compte avec la mobilité, ça. Et j'ai pas fait de mobilité pendant... Ou récup, tu prends ce que tu veux. Bon, ce qui était intéressant avec l'échauffement, c'est que c'est avant. Et ben, les gens comme moi, qui ont boycotté l'échauffement toute leur vie, absolument pas par mépris de l'échauffement, de dire ça sert à rien, mais par abrutissement d'impatience et de flemme, et ben quand c'est devenu vital de s'échauffer, moi j'ai subi, ça a été long. Après, comme j'ai un côté un peu lubie, tu switches et tu deviens un docteur en échauffement et un truc, mais ça peut être un mur qui vous arrête net. Bah, la prise de recul, oublions la prise de recul, c'est le lever de tête. T'es dans le combat, t'es dans la course, t'es dans la mêlée, il faut que t'apprennes à régulièrement lever, regarder, redescendre. Ok ? Lever, regarder, redescendre, ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu lèves, tu vas apprendre un truc de ouf, tu vas changer ton business, c'est pas ça du tout. Mais si jamais tu prends cette habitude-là, il y a un moment où tu vas prendre un mur en plein crâne, ou alors pour la première fois, tu vas te lever, mais comme tu n'auras pas l'habitude de ce qu'il faut faire, tu vas perdre beaucoup de temps. Bon là, ça fait 10 minutes que je donne cette métaphore, mais il y a vraiment ce truc-là de la prise de feedback, la prise de recul, c'est un muscle au même titre que la mise à l'action, la passage à l'action est un muscle, tu vois. Il faut l'entraîner, il faut l'habitude. Je sais pas si ça va servir là aujourd'hui, l'épisode qu'on est en train de tourner. Les plus grandes prises de conscience que j'ai eues ont été des prises de conscience forcées. 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 Donc, prise de mur, parce qu'effectivement, j'ai pas fait ce feedback-là. Donc, même si là, aujourd'hui, on est en mode il faut faire cette prise de hauteur, etc., à contrario, les plus grandes prises de hauteur dans ma vie ont été des prises de hauteur forcées, parce qu'effectivement, je l'ai pas fait délibérément. La première, c'est financière. C'est-à-dire que moi, tu vois, on parlait de contexte aussi, tu vois,
un peu chaud, tu vois, niveau. Pareil, ça va, j'ai pas dormi sous un pont non plus, mais voilà. Ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, aucune gestion. Quand je te dis aucune gestion, c'est j'en ai, faut que je dépense, je sais pas quand je vais plus en avoir, tu vois. Donc je dépense. Vient le moment où effectivement, comme t'as pas cette bonne gestion, tu te retrouves là dans une mauvaise situation financière. Et là, obligatoirement, prise de hauteur, il faut absolument, là, tu commences à sortir des tableaux Excel dans ta vie. Et là, tu commences à faire attention. Ce qui fait qu'en fait, là, vraiment, exactement pareil que toi, du coup, prisme inverse. Pendant des années, j'ai pas fait attention, etc. Et là, on te force à faire attention, ce qui fait que tu commences à mettre des tableaux Excel, à comparer, à suivre, etc. Première. Deuxième, la santé. 15-16 ans, excès dans tous les sens, vraiment, vie de nuit, etc. Jusqu'à mes 23 ans, mais dans tous les excès possibles, vraiment. Et d'un seul coup, inverse. Gros déclic, etc. Ce qui fait que limite, tu frôles la mort, ce qui fait que là, tu es obligé. Et c'est là où, du coup, ça va partir de ce moment-là, dans le sport à fond, alimentation monstrueuse, complément alimentaire, récupération, cryothérapie, tout ce que tu veux. Et c'est là où, du coup, on pourra en parler plein de fois, mais les plus grandes prises de hauteur de ma vie ont été des prises forcées, qui fait qu'en fait, ça te fait un déclic où je veux surtout pas me retrouver dans cette situation, dans ce mur qui m'a tellement fait mal à la gueule, tu vois. De toute façon, je pense que ces prises de hauteur-là, tout le monde en a dans sa vie. Maintenant, il y en a certaines où tu te dis, putain, celle-là, si j'avais levé le museau peut-être un chouïa plus tôt, j'aurais pu la voir venir. Et des fois même, tu prends les murs et au moment de l'impact, t'entends les voix de ceux qui t'avaient mis en garde contre le mur, mais c'est trop tard, t'as pris le mur. Après, si vraiment je veux être aligné avec mon discours intérieur, entre guillemets, moi je pense que la valeur de la personne, elle se trouve dans sa capacité à encaisser le mur et à se relever après le choc, plus que dans sa capacité à l'anticiper. Cependant, si vous êtes sincère dans votre plan, donc que vous avez une destination et un temps pour l'atteindre, plus vous pouvez vous prémunir de vous faire stopper par une triple fracture, entre guillemets, métaphorique, en prenant un mauvais mur au mauvais moment, plus vous êtes vraiment au service de votre plan. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des obstacles que vous ne pourrez pas anticiper, il y a des obstacles que vous auriez pu anticiper et que vous avez négligé. Quelque part, c'est une faute envers votre plan, au regard de votre plan. Parce que si vraiment ce que vous voulez, c'est atteindre votre destination, tout ce que vous pouvez faire pour vous assurer de l'atteindre dans le temps imparti, vous devez le faire. C'est là où il y a un sujet sur, oui, mais est-ce que les gens sont vraiment fidèles à la destination ou sont fidèles, tu sais, au voyage, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire ce sujet-là. En tout cas, la destination des gens est souvent beaucoup plus abstraite, voire même absolument indéfinie qu'on croit. Par contre, ils sont très forts, moi le premier, à vous donner l'impression qu'ils visent ça, tu vois. Tu vises ça, demain tu vises ça, mais en fait, c'est un peu toujours dans la même direction. C'est pour ça que tu avances. Ce parallèle, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que je l'ai dans le perso et dans le pro. Dans le perso, et là pour le coup, on parlait d'Aerox tout à l'heure, il y en a plein qui diront, moi mon objectif c'est faire tel chrono, etc. Moi mon objectif c'est de kiffer toute la prépa pour qu'ensuite le jour J ce soit la consécration. Mais c'est ce que je disais avec mon binôme la dernière fois, moi faire 55, 54, etc. c'est bien, ça vient mettre un vernis sur tout le travail que j'ai fait. Moi ce que j'adore, c'est me mettre des énormes cartouches à l'entraînement pour me pousser mentalement de celle-là elle était RP ressenti 8 sur 10, 9 sur 10. J'ai réussi à me pousser dans mes retranchements, j'étais dans... Voilà, tu m'as compris. Ça, c'est dans le perso. Dans le pro, c'est exactement pareil avec Akiro. Il y en a plein qui diront, nous, notre objectif, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de CA. Moi, l'objectif, c'est au quotidien, avoir les gars, tu vois, et te dire, ok, c'est une aventure tellement humaine où je sais que c'est des gars que j'ai rencontrés à la Roquette, des profils avec qui, effectivement, ça a bien matché, il y a eu le bon feeling. Et au quotidien, ça me fait kiffer et j'aime ce que je fais au quotidien sur le voyage. Parce que pour reprendre le parallèle, ce que tu disais tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire que ce qui me fait kiffer avec Akiro, c'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions, ce qu'on va faire à la fin de l'année. Oui, c'est bien, mais c'est un vernis, c'est une cerise sur le gâteau. Le vrai gâteau qui me fait kiffer, c'est tous les jours, quand je vois des gars qui on parle, on fait des blagues. Tout à l'heure, quand t'arrivais, tu vois, on était en vision, on claquait des barres, on se fout la gueule de X, de Y. Et ça, c'est vraiment la plus belle valeur que je puisse trouver au quotidien. Tu vois. Du coup, je te pose la question, quel a été le dernier projet que t'as encaissé, serré les dents sur le voyage, et t'as vraiment plus savouré la destination que le voyage? Parce que là, tu vois, les deux exemples que je t'ai partagés, c'est le voyage qui me fait kiffer, et la destination finale, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai pas beaucoup d'exemples. Okay. J'ai beaucoup plus d'exemples de l'opposé. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est pour ça que j'ai pris des exemples. Je vais pas rentrer dans les détails par respect et par décision. Moi, j'ai la chance d'être avec, désolé pour vous tous les gars, mais avec la femme la plus extraordinaire du monde. C'est pris, ça y est, désolé pour vous, depuis 15 ans. Et je le dis en mode gaulerie machin, c'est dans ma tête, c'est la vérité. Je te le dis, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui le disent pour l'élégance et pour dire à leur femme, t'as vu, j'ai dit ça. Il y a des mecs, moi je sens quand le mec il le dit, il est complètement délusionnel. Enfin, c'est pas objectif. Mais
c'est sincère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est le plus beau. Oui, et puis de toute façon, qui t'arrivera à connaître autant que tu connais ta femme aujourd'hui, donc t'as aucun élément de comparaison, mais c'est ça qui rend Surtout après le truc 15 ans. beau, tu vois. Honte à moi si j'osais vous mentir en vous disant que c'est un conte de fées sans aucun accroc depuis le début. Alors, comme je suis un homme qui a été élevé correctement par une femme de valeur et un père de valeur aussi, mais c'est beaucoup ma mère qui m'a élevé, quand je dis accro, je parle pas de toutes les fils de puterie que les mecs qui savent pas tenir leurs couilles font, pour le dire avec des mots simples et élégants. Je parle de gros coups durs de la vie, je parle de décisions parfois qui amènent des très grosses frictions et déséquilibres dans une vie de couple. Je parle, voilà, plus même de petits drames. La vie va vous taper de toute façon. Il y a eu des moments où la vie nous a éloignés. Okay, avec parfois des responsabilités de X ou de Y, mais je parle pas de choses de un tel a décidé de tout niquer, un tel a décidé de faire du mal. Ça, c'est heureusement grâce à je ne sais qui, je ne sais quoi, c'est pas ma vie, ça, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments dans la vie d'un couple où c'est en danger. Tu le sens, tu sens qu'il y a un danger. Le danger, c'est ça peut se casser. Tu sens que ça peut se casser. Comme imagine, t'es sur ton farmer walk, je sais pas s'il y en a un vers la fin de la prestation sur un Aerox de ses morts, et tu sens que t'es encore dedans là. Non mais genre pire, tu sens que là il y a un truc qui va pas là. Il y a une déconnexion de tendons. Enfin, tu sens que c'est la merde. Pas oh là j'ai un peu mal. Tu sens que là un mouvement peut mettre fin absolument à tout. Si tu sens ce danger et que ta femme ou ton homme en fonction de qui t'es est la chose, en tout cas être avec ta femme ou être avec ton mari pour le restant de tes jours est la chose la plus importante, bah il faut t'aligner avec ce que tu prétends, parce que si c'est ça le plus important mais que tu fais rien pour amenuire ou en tout cas dompter un peu ce danger ou en tout cas t'en préserver, c'est bizarre. Et donc parfois il faut sortir les rames, il faut mettre les bouchées doubles, il faut montrer pas de blanche, il faut mettre un genou en terre pour obtenir le retour à un état de stabilité, de confort, de sécurité, de bien-être et de bienveillance totale. Et ça demande peut-être une quantité de travail la plus élevée que vous aurez rencontrée dans votre vie, bien plus que de monter une start-up. Et je dis ça premier degré. Par contre, je connais pas beaucoup de gens qui ont vraiment expérimenté ce dont je te parle en travaillant. Et donc, forcément, pour eux, avoir monté leur start-up, c'est le truc le plus ouf qu'ils ont fait. Moi, je te dis, j'ai 10 fois plus mis de travail et d'intensité dans les... Et pas que moi, hein, c'est un truc à deux. Hein, de toute façon, c'est un peu la définition du coup. Et bah, il faut se faire mal à certains moments, mais j'ai pas apprécié la moindre seconde de ces... Je vais pas donner de détails, mais de ces phases-là, parce que tout ce qui comptait pour moi, c'était le retour à cet état de stabilité et de... sérénité. Tout va bien, entre guillemets. Et c'est, heureusement pour moi, des choses qui datent et tout va bien. Mais ça demande un travail lourd que seul un vrai homme et une vraie femme, en tout cas un vrai homme amoureux dans le sens le plus noble et sincère avec ses sentiments, peut fournir. Et je pense que sinon, c'est un truc qu'on peut fournir que pour un enfant, pour son enfant. Sinon, tu dis, oh, ça fait trop mal, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop pénible, c'est trop dégradant. Parce que quand je dis dégradant, c'est que ça va te mettre face à des choses difficiles, travailler sur toi, accepter des choses que tu n'acceptais pas avant. Bref, ça, c'est un truc, tu vois, le voyage, non. Ça a été l'une des plus grandes épreuves de ta vie ? Ouais. Si ce n'est la plus grande ? Épreuve, non. Parce que là, je te parle de plusieurs choses. Ouais, bah Dans un couple, il peut y avoir des contextes où ça va pas. Il peut y avoir des drames. Il peut y avoir des imprévus. Si ton couple, c'est vital pour toi, il n'y a pas un monde où tu mets pas toutes tes forces dans la bataille pour... Et tes forces, elles sont pas forcément les bonnes, elles sont pas forcément, tu vois, les pertinentes, elles sont pas infinies en réserve, tu vois. Mais est-ce que le simple fait que tu te mettes corps et âme et tu mettes toutes tes forces, c'est pas ça en fait qu'on attendait ? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dit souvent, les gens qui ont des millions de problèmes découvrent qu'ils n'en ont qu'un seul le jour où ils ont un problème de santé. C'est ça, aphorisme / poncif / phrase rapide, mais il y a du juste là-dedans, tu vois. C'est... Quand tu as un vrai problème de santé, un vrai, d'un coup, le reste, c'est-à-dire que ton cerveau, il voit même pas l'URSSAF. Attends. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, je pense que juste en dessous de la santé, et celle des tiens, évidemment, le sujet du couple pour les vrais... c'est le sujet juste en dessous de la santé. J'ai mis à la même échelle la famille, du coup. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est la famille. Ouais, voilà, que moi, ma femme, c'est ma famille. Tu vois, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y en a plein qui, pour le couple, il y a le couple, il y a l'amour,
et il y a la famille. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont dans une phase de Tu leur vois ce que je couple veux dire, qui est c'est pas pour- encore... Voilà. Moi, ma femme, c'est ma famille, c'est mon Voilà, sang, c'est ça, le même truc. si elle a... Enfin, mais il y a 15 ans de relation, donc c'est normal qu'un couple qui est ensemble depuis 1 an et demi, qui Bien a sûr. pas encore... Oui, que tu considères pas encore ta femme, encore quelqu'un... Moi, c'est la famille que tu te crées, Voilà. donc ça Et reste puis, quand même- et puis il y a ouais. aussi les gens qui ont un lien avec leur famille qui est hyper faible et distancé, et donc le côté c'est la famille, c'est pas un truc chez eux qui a une valeur, tu vois. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. T'as clairement répondu. Merci d'ailleurs de l'avoir Ouais. partagé. Et toi, Parce toi, alors attends, parce qu'il faut pas se mélanger les pinceaux. Toi, du coup, t'as un épisode en tête de ce qui t'a demandé un voyage qui t'a pas forcément plu et dont tu te serais bien passé, mais la destination, non? Aucun. Aucun pour l'instant, ouais. Aucun pour l'instant, et je touche du singe et je touche du bois avec la table. Mais aucun, très souvent, c'est. C'est plus rare, je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est plus rare. Ouais. Après, je pense que quand ça arrive, c'est pour ça qu'on a du mal à les retrouver, je pense, ces trucs-là. Souvent, tu l'acceptes parce que la destination, elle est tellement importante et elle va tellement permettre de choses. C'est surtout ça. En fait, quand tu es dans le voyage, tu es en mission. Et je prends toujours encore un exemple cinématographique qui m'avait vachement frappé pour être une bonne métaphore de ça. Il y a un super film avec Bradley Cooper, Sienna Miller et compagnie sur la cuisine et la cuisine. Et d'ailleurs, Omar Sy, qui est dans ce film-là, la cuisine de haut niveau, qui s'appelle À vif en français. Ok. C'est l'histoire d'un chef brillant, étoilé, qui, évidemment, c'est un film, perd tout et doit revenir faire ses preuves, etc. Et il se sanctionne lui-même au début du film de ce qui lui est arrivé. Il a un peu tout perdu pour des mauvaises raisons. Et il va se sanctionner lui-même et il va s'envoyer lui-même dans le tréfonds de je ne sais où, travailler dans un marché aux huîtres et devoir ouvrir 1 million d'huîtres avant de s'autoriser à imaginer revenir dans la cuisine de luxe, faire évidemment ce qu'il va faire. Et donc, il va ouvrir... Bon, là, le truc, c'est qu'il s'est auto-infligé ce voyage qui n'en est pas un. Mais ce mode, le gars, quand il vient tous les jours à 5 du mat, faire la mise en place, les mains dans la glace, et ouvrir 2000 huîtres par jour, et encore 2000, je pense que c'est impossible, c'est le pire truc du monde. En plus, on est dans le truc le plus aliénant possible, c'est de faire... Mais en fait, il n'y a aucune difficulté parce que t'es en mission. Ouais, voilà. C'est comme ces mecs dans les films que tu vois accepter de faire 3 tafs dégradants, des horaires pas possibles pour une paye à peine SMIC, et ça glisse parce que derrière ils ont un plan, ils ont un truc, et donc ils sont en mode mission. Et en fait, être en mode mission pour moi, c'est désactiver la douleur et de dire c'est tout droit. Tu vois, comme tu sais, moi j'ai la chance en n'en étant pas du tout un moi-même, mais de fréquenter de plus ou moins loin, de plus ou moins à moitié près des combattants MMA, parfois du plus haut niveau qui existent. Quand tu les vois dans les camps, ils font que subir. Mais ils savent pourquoi. Ils sont en mission. Tu vois. Bon, là, il se trouve que eux, leur destination, c'est une échéance encore plus lourde que le voyage. Tu vois. C'est un combat. C'est ce que j'allais dire aussi. Tu vois, là, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que limite, là, le jour J, c'est limite ça. Là. Enfin, tu vois, c'est ça. Tu sais. Entraînement difficile. Match ça, je sais bien. Et tu vois, sur le domaine du sport, je mettrais quand même des pincettes parce que. Non, bien sûr. Tu vois, il y en a plein qui disent ouais, moi, j'ai sacrifié plein de choses. Le soir, je sortais pas. Je buvais pas d'alcool, etc. En fait, à partir du moment où tu as vraiment compris l'objectif final, qui soit un objectif physique, qui soit un objectif de perf, qui soit qu'importe, tu sais qu'en fait ça c'est des bonnes choses pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui me disent ouais, bonne alimentation, bon sommeil, complément, c'est des sacrifices que tu fais. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc, c'est que j'entends trop de gens, surtout dans les micros de podcast, parler de sacrifice. Ouais, ah oui, mais entièrement. Viens, on se dit... Viens, on définit ce que c'est un vrai sacrifice. Viens, on n'est pas des enculés et on se dit, si je me prive de quelque chose et que cette privation n'entraîne aucun trauma, aucune dépression, aucune perte, parce que tu peux avoir des conséquences matérielles, etc. Viens, on se dit, c'est pas un sacrifice. Tu vois, viens, on se dit, c'est pas grave si ce n'est pas dans notre biopic de légende, il va falloir faire, nous, des trucs épiques pour qu'un biopic se fasse sur nous, mais viens, on se dit que ça, c'est du vent. Parce que j'ai pas sacrifié grand-chose dans ma vie, j'ai eu à le faire. Moins tu sacrifies, mieux tu te portes. C'est-à-dire que, et puis, je parle même pas de mes sacrifices qui sont insignifiants, mais je vais beaucoup plus parler des sacrifices de gens que j'admire, qui peuvent être des anciens, des gens qui m'ont élevé. Viens, on se dit que le mot sacrifice, c'est réservé aux gens qui ont accepté de pas réaliser leurs rêves, pas parce qu'ils en étaient pas capables, mais parce qu'ils préféraient donner l'opportunité à une génération arrivante, savoir leur fils, leur fille, machin, d'avoir les armes pour. Tu vois, genre, je pense toujours à un truc. Alors moi, les gens qui me connaissent de près savent, mais j'ai un sujet avec les personnes qui sont touchées par les handicaps mentaux et autres. Je sais pas, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau. J'ai l'impression d'avoir accès à
à la pureté, mais à l'injustice la plus haute qui existe sur Terre. Et on pense très rarement aux gens qui sont au quotidien avec ces personnes. Je parle pas des soignants qui déjà font un taf extraordinaire, mais je parle des mamans, des papas, des frères, des sœurs. Mais moi, quand j'étais petit, dans ma famille, on rendait souvent visite à des amis de ma famille qui avaient 2 enfants particulièrement lourdement touchés par handicap moteur, handicap psychologique, intellectuel, je sais pas comment on dit, psychologique, mental, handicap mental, excuse-moi. Lourdement. Genre, je te parle de lourdement, tu vas pas donner de détails. Oui, tu vas m'impressionner si t'es un combattant MMA, que t'as un palmarès à 15-0 et que... Voilà. Par contre, tu m'impressionnes même pas 5% de ce que la maman de la famille que je viens de citer m'impressionnait quand je la voyais gérer sa vie, son taf, sachant qu'elle avait une boîte, les autres enfants, parce qu'elle avait d'autres enfants, et il y a un vrai arbitrage à gérer, et la croissance de ces 2 êtres qui n'ont rien demandé à personne, mais qui nécessitent d'être là au quotidien à la seconde, ça c'est un sacrifice. Sur ça me fait penser à 2 types de sacrifices. Premièrement, tu as Nate Diaz, combattant UFC, où tu as son frère qui avait une carrière dans l'UFC, qui a sacrifié, mais effectivement, enfin, il a fait un choix. Tu sais qu'il y a un deuxième duo de frères qui est très peu connu, c'est Imavov. Nassourdine, il a un frère qui s'est mis en retrait alors que lui-même dit que son frère, c'est un mec qui a un potentiel UFC. Ça, c'est beau. Il avait commencé en plus dans l'UFC. UFC, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un gars qui se dit ouais, comme je suis le frère de Nassourdine, je suis. Non, le type a presque le même potentiel, sachant que Nassourdine, on est quand même sur le top. Et le coach aujourd'hui, je sais qu'il est dans sa. Il sacrifie pas pour ne pas faire d'ombre à son frère, mais pour pouvoir travailler au profit de la carrière de son frère. Donc ça m'a fait penser à ça. C'est beau, hein, je trouve. Et tu parlais des soignants. Je t'en ai déjà parlé. Moi, ma mère, elle est. Ta maman, elle était AMP, auxiliaire médico-psychologique. Ouais, c'est ça. Donc c'est un soignant où tu vas parfois dans des IME, des MAS, des établissements de santé. Et à plein de moments, on lui a proposé. Enfin, elle avait des opportunités pour gagner plus. Mais le sacrifice qu'elle a fait, c'est un sacrifice du coup purement financier, de trouver sa dopamine, trouver son choix de vie. Ouais. Alors c'est un sacrifice. Et tu vois, parce que là, on parle d'un cas, mais à partir du moment où le sacrifice, tu le fais pour toi. C'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. C'est un peu dur, mais c'est vrai. C'est des choix, en fait. Il y a des décisions. Pour moi, il y a les sacrifices et il y a les choix. Voilà, mais il y a des choix qui font mal. Mal. Mais c'est pas encore un sacrifice. Genre... Et je pense que renier, faire une croix sur un salaire plus important tout en sachant que tu restes aligné avec tes valeurs, pour moi, c'est peut-être pas forcément un sacrifice. Non. Mais c'est là où les gens sont malhonnêtes, je trouve, quand ils font passer des choix pour des sacrifices. Et surtout qu'ils le prennent comme un étendard pour ensuite derrière être encensé par rapport à ce choix-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve qu'un sacrifice, en fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu un terrain infini, mais plus il est fait pas pour toi, plus il est puissant. Ouais. Tu vois ? Pour moi, on a bien défini là aujourd'hui la notion d'action, ce qu'on pensait action, réflexion, etc. Là, j'aimerais bien conclure l'épisode avec là aujourd'hui, concrètement, on n'est absolument pas là pour dire il faut penser, il faut agir. Non, c'est pas ça. Et on n'est pas là non plus pour dire il faut un équilibre. L'idée, c'est surtout de trouver là aujourd'hui la notion de timing et de momentum sur à partir de quel moment, ok, là je suis dans cette phase, on parlait en off de sprint aussi, où tu disais, c'est David, je crois, David, je crois, celui d'Assess First qui parlait Wartime, Peacetime. Le CEO d'Assess First, ouais. Le CEO David Bernard, exactement. Ouais, ça tu peux définir un petit peu ? En fait, je parle de David parce que c'était au cours d'une conversation avec lui que c'était la première fois que j'étais exposé à la notion dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une... Surtout que là, on parle d'une start-up qui a vraiment de l'âge et qui a scalé, etc. Donc, qui a vraiment une vie épaisse. Il y a les temps de guerre et les temps de paix. Et jamais les deux en même temps. Et on parlait de ça pour justifier... Enfin, pas pour justifier, mais pour expliquer le fait que les gens qui sont les meilleurs, peu importe le job, le poste... dans un temps de guerre, vont pas forcément, voire quasiment assurément, pas être les meilleurs dans l'entreprise, en tout cas dans ce qu'ils apportent à l'entreprise dans le temps de paix et vice-versa. Et ouais, donc je sais plus pourquoi... Est-ce que tu penses que le dirigeant peut être dans cette phase de temps de paix, ce que tu disais Bah, le dirigeant, c'est un peu, c'est celui qui a pas le choix d'être dans les deux, quoi. Il doit être dans les deux, on est d'accord. Non seulement il doit être dans les deux, pas en même temps, hein. Non, mais lui, il est là, quoi qu'il. Et surtout, c'est presque lui qui doit déterminer... Si on entend... Là, on est en temps de guerre, là, on est en temps de paix, quoi. Okay. On se met en mode, parce que c'est juste un constat de dire on est en temps de guerre. C'est le mode dans lequel tu te mets qui est important. C'est là, je me mets en mode guerre. Okay. Guerre, ça veut dire on va bouger beaucoup de lignes, il va y avoir de la casse, ça va aller vite, ça va être intense. Ambiance start-up, c'est comme quand t'entends les mecs te dire qu'ils ont été en start-up, donc ils ont l'expérience d'une start-up. C'est pas parce que vous avez touché un salaire via fiche de paye en CDI d'une entreprise qui s'est en général elle-même qualifiée comme une start-up à un moment que vous avez vécu le chaos
l'incertitude, l'intensité et la vélocité d'évolution d'une startup, d'itération d'une startup. D'ailleurs, très peu de gens qui bossent dans les startups ont vécu ça. Tu le vis une fois, tu te rends compte que le cardio, c'est surtout pour l'entrepreneuriat qu'il en faut et pas pour l'Aerox, tu vois. Tu l'as vécu chez Assessors? Bah moi, j'ai monté une startup. Donc, Ah, mais je sais, mais. non, pas chez Assessors. c'est ça, parce Ça a que. évolué quand même de ouf quand j'y étais, Ok, mais je pense que la phase la plus violente, elle était juste avant que j'arrive. d'accord. Ok. Moi, je suis arrivé, ils étaient déjà passés d'une quinzaine à plus de 70 personnes. Et donc, la Alors, phase il y a la plus toujours des critique, phases, c'est. hein. On peut toujours aller plus haut. Mais cette phase de. Tu sens. En fait, c'est vraiment l'effet d'une turbulence dans l'avion. Mais imagine, tu es en train de vivre des turbulences. Il y a un hublot qui se barre. Il y a un mec qui tombe, qui traverse le. Tu vois, alors, le pilote est là. L'avion a du fuel et. Enfin, du fuel. Tu vois, il n'y a pas de fin de. Il n'y a pas de point de non-retour. Mais tu te dis, bon, ça sent quand même un peu la merde. Tu vois, genre, et puis tu vois les mecs se barrer. Tu vois, genre, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Tu vois les rats quitter le navire. Alors, c'est très violent, mais moi, je vois ça comme ça. Et c'est. En fait, c'est très simple. En wartime, quasiment toute la valeur va se baser sur le sang-froid des gens qui sont présents. Peacetime, quasiment toute la valeur va se baser sur la capacité à pas s'endormir des gens qui sont présents. Mais à pas non plus se mettre des pressions qui n'ont pas lieu d'être. Ok. Peacetime, c'est trop confortable. Ok. Tu vois, tout va bien. On croit qu'on voit loin. Sauf que tu vois pas le signe noir. Signe noir, CY, ouais, de concept de Nassim Taleb, donc l'imprévu que personne ne peut prévoir. Tu vois pas le truc qui va t'arriver dans la gueule, tu vois. Donc, c'est de rester vif, rester athlétique d'un point de vue prêt à réagir. Et surtout, pourquoi pas profiter de ce temps de confort pour développer des choses, mettre en place des choses, gérer aussi des choses qu'on remet à plus tard ou qu'on regarde même pas quand c'est le moment de que tenir la pression, quoi, tu vois. Parce qu'en général, ce que tu fais pas bien dans un temps de guerre, si tu t'en occupes pas dans un temps de paix, c'est ce qui va potentiellement t'abattre au prochain temps de guerre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi, je l'ai vécu. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais quand tu disais que tu avais monté la startup, c'était lequel projet ça? C'est le projet que j'ai co-monté, mais c'est surtout Arthur, Arthur Mallet, donc on a monté Tollery.io, qui était un SaaS à destination de l'industrie métallique en France. C'est pour les grands. Hein. Quand je dis c'est pour les grands, c'est pas ce qu'on a fait nous, c'est un truc de ouf. C'est from scratch, avec une énorme tech derrière, financée à centaines de milliers d'euros par un groupe. Donc on parle pas de deux petits cousins dans un garage qui ont mis les 20 balles de leur argent de poche mensuel et au pire ça passe pas. Là, il y avait des centaines de milliers d'euros approchant le demi-million mis sur la table par un groupe qui nous faisait confiance, pas des financiers que tu regardes de loin, etc. Quand tu es au pied de ce mur-là et que tu dois build réellement en tout cas, tu dois trouver un product market fit sur un truc qui est purement technologique, alors que tu n'es pas technologique, ni lui ni moi n'étions technologiques. Arthur, il y a laissé beaucoup plus de plumes que moi, mais il a aussi beaucoup plus travaillé que moi, et il y a encore. Hein, et aujourd'hui, ça tourne et ça se passe super bien. Je peux te dire que la première année qu'on a faite ensemble, tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger jour après jour. Après, c'est ça le quotidien. Attention, hein, je veux pas que les gens entendent que j'ai build un truc, qui a pété ou quoi. C'était un petit projet entrepreneurial qui s'est soldé par quelque chose de très fonctionnel et de très valorisable, mais ça vient pas de ma participation. Okay. Évidemment, j'y ai apporté quelque chose, j'espère, en tout cas par mon travail et tout, mais moi, en tout cas, je prends toujours les pincettes à ce niveau-là parce que vraiment, pour le coup, c'est être malhonnête. Tu vois. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir, je te parlais des 15 heures par jour, de sauter un repas, de machin truc. Là, on est dans cette période-là, tu vois. Alors, personne nous a obligé à le faire, hein, donc on s'est mis dans cette merde-là tout seul, et c'était très dur. Ça marchait pas, surtout. De toute façon, il y a des gens, j'imagine, qui vivent une aventure qui, dès le début, marche bien. Il faut être là, il faut être solide, faut pas se douter de toi. C'était un choix ou un sacrifice, du coup? Moi, j'ai rien sacrifié pour ce projet, à part une année. Mais c'est pas un sacrifice, c'est un choix. Je donnerai pas de détails, mais Arthur, lui, il a sacrifié des choses, peut-être les choses les plus précieuses qu'un homme peut sacrifier. Tu vois. D'accord. Voilà. Et il y a des sacrifices, sachez qu'on est amené à être obligé de faire. C'est-à-dire qui dépendent pas de votre volonté. Faites toujours un peu attention à mettre de l'eau dans le vin des propos qui vous sont jetés comme ça par des entrepreneurs qui se prennent pour des personnages principaux de films héroïques parce que ils ont pas vu leur petite fille pendant 2 semaines pour monter leur boîte. Ce qui est, je le sais, compliqué, mais il y a des gens qui payent pas de mine, qui ont monté des projets, qui ont nécessité de s'écorcher pour le monter et qui en parlent même pas. C'est le même équivalent que ceux qui font des aérox et qui croisent en grand sportif. Non mais oui, non mais après chacun est là pour jouer sa partie, tu vois. Mais bien sûr, non mais l'entrepreneuriat c'est dur. Le vrai entrepreneuriat c'est dur. Si c'est pas dur, est-ce que vous faites vraiment de l'entrepreneuriat, les gars? Genre, si tous les jours ça va, tous les jours tu te couches serein. Déjà en tant que salarié, c'est rare d'atteindre ça.
Mais tu me dis que t'es en train de monter ta boîte, que t'es dans ta phase de T'arrives prétraction à dormir. et tu te couches tranquille tous les soirs, c'est chelou. Enfin, why not? Mais je parle pas d'entrepreneuriat lifestyle. Ça, c'est un autre sujet pour moi. C'est quoi pour toi l'entrepreneur et lifestyle? Entrepreneur lifestyle, c'est un mec qui détermine le niveau de vie qu'il va avoir, économiquement et matériellement, et il va faire en sorte de faire l'argent. Voilà. Pas par tous les moyens, mais il va monter un projet dont le seul objectif est d'atteindre ce niveau de rentabilité. Qui est moins valorisable pour toi ou qui... Bon, parce que tu t'en fous un peu de ce que tu fais quand t'es lifestyle. Je pense que tu vends du kombucha la première année. L'année d'après, s'il faut faire du e-commerce, t'en fais. Tu vois, ce que tu veux, c'est vivre à un certain niveau. Par contre, parce qu'attends, il y a un truc qu'on dit pas, mais l'entrepreneuriat, c'est un excellent moyen de s'enrichir. Sauf que ce qu'on vous dit pas, c'est que les business models et les opportunités de marché qui vous permettent de commencer à gagner du cash, je vais même pas dire day one, je vais même pas dire mois 1, je vais même pas dire année 1, il y en a très peu. Si tu lances une startup dans l'objectif de faire de l'oseille, même la première année, tu feras jamais de startup. Tous les mecs que vous applaudissez dans les podcasts qui sont d'excellents founders et compagnie qui ont monté des vraies startups, ils n'ont pas touché un centime pendant plusieurs années en général. Leur objectif, c'est de ne pas toucher un centime jusqu'au moment où ce qu'ils n'ont pas touché devient asymétrique d'un point de vue rentabilité pour le vendre. Là où dans des modèles d'agence ou en tout cas d'autres types de business models, on peut aller chercher du cash. Il y a toujours ce sujet de valorisation progressive qui est intéressant, mais qui sera moins violent. Qui sera moins, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de machin. Ça n'a rien à voir. Hein. En fait, beaucoup de gens veulent avoir l'air d'être des entrepreneurs, mais n'entreprennent pas réellement. Ils ne sont pas en train de construire quelque chose qui est censé les dépasser. Est-ce que du coup, quand tu es quand même sur la partie rentabilité day one, tu peux quand même être considéré comme un entrepreneur? Ah non, mais pour moi, tu es un entrepreneur à partir du moment où tu construis quelque chose. D'accord, ok. À ton compte. Ça change pas. Mais il y a des gens qui font ce que font les entrepreneurs, mais sans la difficulté, sans l'implication, sans le risque. Bon, au bout d'un moment, si tu as enlevé tous les paramètres qui rendent le sujet un peu élitiste et un peu difficile, est-ce que tu es vraiment toujours en train de faire la même chose, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je peux te faire de l'Aerox, mais sans public, sans arbitre, sans chrono à tenir. Sans pack photo. Non, mais tu vois, alors sans pack photo, oui. Alors quand tu vois la gueule des photos, tu te dis peut-être embaucher des vrais photographes. Peut-être les mecs de l'Aerox, un petit message à passer, comme j'en ferai jamais, c'est pas un souci, mais on a plein de mecs à vous proposer. Voilà. Ouais, je le dis. Je pense que je parle haut pour tous les mecs qui font de l'Aerox. Et j'arrête pas de voir passer des posts comme ça. POV, t'as payé X balles le pack photo et tu pensais que ça allait être bien. Bah, moi, je vous dis, la difficulté à prendre des photos en Aerox, elle est infiniment moins élevée que dans plein d'autres sports et plein d'autres activités. Donc, c'est juste embaucher des photographes, vu l'oseille que génère l'Aerox, embaucher des photographes qui savent prendre des photos et qui ont du matériel sportif, c'est-à-dire qui savent utiliser une vitesse d'obturation, enfin bref, prendre la photo en mouvement, ça demande, t'imagines en F1, les mecs ils arrivent à prendre des photos de F1 nettes, belles, propres et dans un contexte intéressant. Un connard qui tire une corde ou qui fait du farmer walks, même s'il va vite, je pense que ça va. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc embaucher juste des bons photographes. J'ai fait Bologne là il y a une semaine et demie. Ah, après, la tronche que t'as... Non, c'est pas ça du tout. T'avais ma partenaire qui faisait du ski erg, donc c'était le moment où tu tires. Et quand je te dis qu'il regardait pas. Et en fait, elle faisait le mouvement, donc il mettait rien. Et à partir du moment où elle relevait, il faisait ça. Oui. Photo. Il regardait même pas. Et genre vraiment, j'étais en train de le regarder en mode, mais qu'est-ce que tu sers à quoi, sincèrement? Ou alors mettez, on est dans le business, les gars, pack de trimar, et je serais vous, j'assumerais de faire des marges de port, et donc j'intégrerai ça pour tous les participants. Pack de trimar, t'as 5 photos, t'es comme ça, t'es comme si, ça dépendra du hasard. Et ceux qui veulent aller plus loin, t'as 3 pélos sur le terrain qui sont des vrais photographes sportifs avec toujours au moins 2-3 objectifs, enfin 2-3 appareils avec des optiques montées différentes en fonction de la distance, etc. qui eux vont te faire de la photo surqualitative. Mais si futé que ton objectif c'est de faire le mannequin sur l'aéro. Mais si t'es prêt à payer plus cher pour ça, c'est normal que t'obtiennes le résultat attendu. Hein. Là, c'est aujourd'hui, Basile, on doit retenir pas forcément une phrase, mais une chose de cet épisode, ce serait quoi? Si je veux le formuler proprement pour résumer un peu tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a évidemment aucune intelligence à être que dans l'action ou que dans la réflexion. Il n'y a aucune intelligence à penser que la réussite, c'est faire les deux en même temps, là, ce fameux équilibre illusoire. L'action seule, normalement, ne vous destine que à vous rendre compte qu'elle est pas pertinente seule, mais quand il sera trop tard. Vous allez prendre le dernier mur, vous allez lever la tête, mais ce sera la fin de la piste. La réflexion seule,
bah, vous partirez pas au début de la course. Donc, j'ai résumé le truc comme ça. Donc, les deux sont une cata. On aura quand même tendance à jeter plus de fleurs aux gens qui sont que dans l'action, ouais. parce qu'on pourra constater des choses dans la réalité, ce qui est beaucoup plus dur quand on est que dans la pensée. Maintenant, pour donner un peu de conseils sans pourtant en avoir la légitimité, mais tout se joue dans votre attention, observation, lucidité. C'est-à-dire à quel point vous êtes attentif, observateur. Attentif, c'est juste rester attentif. Observateur, c'est aussi faire un effort. C'est quoi ce truc qui bouge? C'est quoi, tu vois? C'est pas juste regarder, c'est pas juste balayer du regard. Et lucide, c'est quand vous voyez quelque chose, quand votre observation détecte quelque chose, c'est à essayer d'évaluer à quel point c'est un signal de besoin de faire cette fameuse levée de guidon, levée de la tête du guidon, ou c'est juste du bruit, ou est-ce que c'est un signal de là, peut-être que de mettre un peu de réflexion, ça va t'aider à pas trimer 1 an pour rien dans l'action. Mais pareil, si vous sentez que ça fait quand même un certain nombre de jours que je suis pas retourné dans l'action, il y a peut-être une excellente raison. La lucidité, c'est aussi la pensée, elle est très, en fait, les deux, l'action et la pensée, sont très collantes. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, les deux veulent que tu restes dedans, entre guillemets. C'est un peu deux sœurs qui veulent pas se partager un papa, tu vois, entre guillemets. Bah, il faut faire l'effort d'aller visiter les deux sur des signaux si vous arrivez à les identifier. En fonction justement de l'environnement. On n'a absolument pas parlé de tes projets, par contre. Non, mais c'est pas grave, c'était pas le but. C'était pas le but. Très bien. Je veux pas dans... Non, pour l'instant, tout va bien. Ça va. Il y a des choses qui vont arriver. Ah ouais? Il y a des choses qui vont arriver. Okay. Mais la seule chose que je peux dire, c'est tout le monde est capable de déterminer où j'arrive. Oui. Mais pas la forme avec laquelle je vais arriver. Et donc, je reçois beaucoup de messages à l'heure actuelle parce que bizarrement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se prendre dans notre domaine. Il y a un momentum très fort là-dessus. Il y a un rebattage de cartes aussi d'un point de vue contenu, autorité, valeur. Et c'est très bien. Tout le monde commence à faire un peu la même chose et je ne juge pas. Et en fait, je suis pas là où on m'attend. Je vais être un peu sur le côté. Par contre, là où j'arrive, ce qui est marrant, c'est que c'est écrit sur ma gueule que je vais arriver à cet endroit. Voilà, j'ai fait un teasing d'enfoiré qui donne aucune info, mais ça reste dans la vente, ça reste dans la capacité à démultiplier le savoir et certainement pas en faire une honteuse pseudo-valeur monétisée à outrance, le savoir n'appartenant à personne. Moi, tu sais que c'est un peu un truc fort chez moi. La circulation du savoir, pour moi, elle ne doit pas être gênée par le côté financier, économique, business. Par contre, ce que permet l'assimilation du savoir par une autre personne, pour l'aider à justement le mettre en action, à pratiquer, à développer son karaté avec, là, c'est un terrain entrepreneurial très fort à mon sens, surtout dans nos métiers, qui sont quand même très proches de l'accompagnement. Et c'est, voilà, donc il y a un truc qui va se passer à cet endroit-là, comme il se passe un truc à chaque fois qu'un maître monte une nouvelle activité. Moi, personne ne m'attend, mais ça va, de toute façon, ça commence déjà, et c'est beaucoup, toi tu connais parce qu'on a enseigné au même endroit, mais c'est beaucoup des anciens élèves à moi qui commencent à travailler au début avec moi. Et après, c'est d'essayer de voir à quel point on peut embarquer d'autres gens dans l'aventure. Mais tu sais que ça, tu sais que c'est absolument sincère quand je le dis. Encore aujourd'hui, je crois que ça fait plus d'1 an que tu n'as pas donné une formation à la Roquette. Un peu plus, ouais. Encore aujourd'hui. La Roquette et les autres trucs, hein, parce bien sûr. Que... Mais je pense que c'est l'une des plus belles traces et récompenses que tu puisses avoir. C'est la manière dont tu as impacté les étudiants et les personnes à qui tu as enseigné du savoir, tu as partagé quelque chose. Où, genre, littéralement, dès qu'il y a ton nom qui arrive, genre, c'est uniquement positif. Et surtout, il m'a partagé ça. J'ai pu changer ça dans ma vie. Ça, c'était un truc où tout à l'heure, on était en visio d'ailleurs avec Atim, avec des gars effectivement que tu avais eu au quotidien parce que tu étais avec eux en bootcamp. Et à aucun moment, ils ont oublié ne serait-ce que 1% de ce que tu leur as partagé. Parce que la manière dont tu as dilué le savoir, la manière dont tu leur as partagé des enseignements, ça les a marqués à vie. Et ça, c'est sincère, vraiment. Bah, faut... Justement, j'allais dire merci, mais il faut pas tomber là-dedans. Je sais. C'est-à-dire qu'il faut leur dire un truc, et il faut le dire aussi à plein de gens qui s'engageraient sur la voie un peu de transmetteur, coach, etc. Préservez-vous le plus possible de l'illusion de croire que vous impactez. Vous, en tant que personne. Évidemment, vous faites partie de l'équation de l'impact, puisque vous avez votre dégaine, votre verbe, votre passé aussi, etc. Mais ce qui fait qu'il y a un impact, c'est surtout la disponibilité de la personne qui reçoit et à quel point vous rendez à la fois accessible mais challengeant ce que vous passez. Les gens qui viennent que pour écraser la gueule de ceux à qui ils sont censés enseigner quelque chose pour leur montrer à quel point eux, ils en savent plus qu'eux,
Il n'y a rien. Les gens qui viennent prendre un mois, parce que moi, c'est pas des formats de 2 heures, c'est des gros formats longs de bootcamp, de programmes d'école, etc., sur lesquels je travaille, donc tu as le temps de construire avec les élèves, et qui viennent juste leur dire ce qu'ils savent déjà et leur dire, mais tu sais, c'est pas difficile, alors du coup, pourquoi on s'emmerde à être dans une école, tu vois? Ça sert à rien. Et moi, ma sauce secrète, je pense que tous mes élèves pourront te confirmer, c'est juste considère la vie des gens avant ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, quand moi je rencontre, ça peut être n'importe qui, je vais pas citer de nom parce qu'après on va m'envoyer des messages, et moi tu m'as pas cité, vous êtes 1000 les mecs, donc je peux pas tous vous citer. Ils vont te dire qu'ils veulent accomplir ça, qu'ils ont tel projet, etc. Considère surtout la vie qu'ils ont eue, parce que c'est beaucoup plus constituant de ce qu'ils vont être capables de faire, comment ils fonctionnent et de ce dont ils peuvent avoir besoin que toi, tu es plus ou moins en mesure de leur fournir, que, ok, tu veux aller là-bas? Ah bah alors, ok, je vais te donner ce pourquoi. On y va dans tous les cas. Ouais. C'est important de savoir où ils veulent aller, mais il y a trop de gens dont le métier est lié à la pédagogie et la transmission qui ne regardent pas, qui ne considèrent pas les gens par leur vécu. Alors que pour moi, c'est peut-être la chose la plus factuelle qui définit la qualité professionnelle et aussi humaine d'une personne. Après, c'est ma prise de parti, mais c'est pour ça aussi qu'il y a un lien qui se crée. C'est parce que pour pouvoir considérer ça, t'es obligé d'ouvrir le canal, t'es obligé de passer du temps, de t'intéresser. Et attention, si vous êtes un chien égocentré qui n'aime pas les autres sincèrement, vous pouvez continuer à se faire semblant par confort social, ce que font beaucoup de gens. Surtout, ne vous engagez pas là-dedans parce que vous n'allez rien en tirer, vous allez perdre du temps et faire perdre du temps à la personne. Okay, ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets les doigts dedans, tu commences à mettre les yeux dessus, il faut accepter que tu vas voir des choses qui vont être peut-être surprenantes, difficiles, décevantes, incroyables, surprenantes, et que parfois ton âme, enfin ton cœur plutôt, va en prendre un coup, et ne pas te laisser le choix que de déborder un peu du job de simple enseignant, mais ça c'est toi et toi que ça regarde. Tu vois. Mais si ça c'est une kryptonite pour toi, va faire autre chose. Va faire du trading. Voilà. L'enseignement c'est 100% de l'humain. C'est de l'émotion tous les jours. Merci beaucoup mon mec. Merci à toi de m'avoir reçu. Toujours un vrai kiff cette discussion. Du coup je vais pas dire on peut te retrouver où et à quel endroit. Mais vous pouvez me retrouver au marché de Saint-Maurice. Je pensais que tu allais dire sur le tatami. Ouais, vous pouvez me retrouver tous les matins à 7h au HQ je pensais vraiment que tu l'aurais de Gracie-Barra. Bon. Venez. Comme tu as pu venir ce matin. J'ai pu venir ce matin avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai des bleus partout sur tout le corps. Mais encore un grand merci. Et puis, je mettrai tous les liens. Je mettrai ton LinkedIn. Merci. Avec grand plaisir, mon pote. Allez.